De 18h à 20h tous les dimanches, toute l'actualité sportive sur Dynamique Radio avec Sport en Bref. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Sport en Bref. On a l'air très excités dans les studios déjà. On va revenir, on l'a dit tout à l'heure, juste avant avec Tamba, sur le tennis, bien sûr, les Masters de Londres qui ont commencé tout à l'heure. On viendra sur les résultats avec Maxime Lavandier qui s'occupe des lives aujourd'hui. Salut Maxime. Bonjour à tous, bonjour Clément, très heureux d'être là. Et puis les gens qui nous parleront du coup du tennis aujourd'hui, ils ont pas changé, c'est Quentin Morim qui était déjà la semaine dernière. Salut Quentin. Salut Clément, bonjour tout le monde. Et tu vas du coup pouvoir nous en parler avec Hugo Juste également. Salut Hugo. Salut à tous. On reviendra également sur le basket avec Lucas Busutil, il est en forme et puis il a beaucoup de choses à nous annoncer, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses en NBA. Exactement, bonjour à tous. Et puis pour terminer, notre expert handball, en tout cas il va essayer de l'être aujourd'hui, Grégoire Vazan. Salut Grégoire. Salut Clément, bonjour à tous. On vous l'a dit, on parlera des Masters de Londres, du basket comme prévu, l'équipe de France de rugby qui a perdu hier une nouvelle défaite pour les Bleus. On reviendra bien sûr sur Claude Onestas, qu'il a pu nous dire sur les JO 2024 avec Hugo Juste également. Et puis avec Maxime, tout de suite on va pouvoir vous donner les résultats de l'après-midi. On va commencer par la route du Rhum, parce que c'est pas terminé, mais il y a des chances que ça se termine pendant cette émission. Ouais, ça va bientôt se terminer et c'est toujours François Gabard qui est premier, suivi de Francis Joyon. Oui, et puis du coup, niveau football, dans l'après-midi, il y a eu un match à 15h où les Girondins de Bordeaux jouaient contre Caen. Ah oui, un match triste puisque ça s'est fini sur le score de 0-0. Souvent triste entre ces deux équipes. Ouais, souvent triste, surtout que là, les deux équipes avaient besoin de se rassurer, d'engranger des points. Juste un point de prix, c'est mieux que rien. Et dans les autres résultats footballistiques, Maxime? Alors, nous avons Liverpool qui a affronté Fulham où il y a eu des euros à la fin pour Liverpool avec un but de Salah et de Shaqiri. Chelsea et Everton se sont quittés sur un match nul. En Espagne, Alaves a gagné 2-1 contre Huesca. Barcelone, on peut le dire puisque c'est bientôt fini, est en train de perdre 4-2 avec un rouge de Rakitic. Donc ça a beaucoup bougé entre les deux émissions. Ouais, ça a pas mal bougé. Après, on va continuer avec l'Allemagne où Leipzig a affronté le Bayern Leverkusen 3-0 avec un doublé de Poulsen. Et ensuite, en Italie, on avait l'Atalanta Bergame qui recevait l'Inter de Milan qui s'est imposé 4-1 face aux Interistes. Gros carton. Chievo Vérone contre Bologne 2-2. Empoli Udinese 2-1 pour Empoli. Et pour finir, carton plein pour la AS Rome 4-1 contre la Sampdoria. Il y a des matchs en live en ce moment. Il y a un petit Rennes-Nantes, un derby breton. Il y a également Marseille qui joue contre Dijon. Les résultats pour l'instant, Maxime, ça donne quoi? Exactement, ça donne 1-0 pour Marseille avec un but d'Adil Rami. Et pour l'instant, Adil Rami, il arrive à marquer des buts des fois. Ça arrive, surtout à la fin de la première mi-temps. Pour une fois que c'est pas contre son camp. Très bon, ça Lucas, bien joué. Ça commence surtout les d'entrée d'émission. Le match qui vous intéresse le plus, Clément, c'est quand même ce Rennes-Nantes où il y a toujours un but partout pour les deux équipes. Avec un nouveau but d'Emiliano Sala. Et du côté anglais, parce que Arsenal joue et puis les deux Manchester s'affrontent en ce moment. Oui, exactement. Et puis Arsenal qui perd déjà 1-0 contre Wolverhampton et Manchester City gagne 1-0 contre United grâce à un but de David Silva. Notez que Pogba est forfait sur ce match-là. Oui, tout à fait. On pourra y revenir au fur et à mesure de l'émission, bien sûr, mais on va tout de suite commencer par le tennis. Quentin, cet après-midi, Anderson et Thiem se sont affrontés et c'est une petite surprise quand même. C'est le Sud-Africain qui a gagné ce match 6-3, 7-6. Ouais, tu trouves que c'est une surprise? Pour moi c'est une surprise parce que je m'attendais tellement à voir Thiem au-dessus pourtant. Ouais, je sais pas. Non, moi je pense qu'Anderson est plus fort que Thiem en indoor, sur dur rapide. On sait que c'est un gros serveur et là en plus la semaine dernière il était sorti un peu plus tôt à Bercy. Il avait un peu... on va dire qu'il s'était pas battu face à Nishikori, ce qui lui a permis de se reposer et d'arriver en forme et impossible à retourner quoi. Quand il se met à servir comme ça extrêmement bien, c'est très compliqué. On sait que ça met beaucoup de pression sur les épaules de Thiem, notamment sur son service. Donc dès qu'il est en danger, en plus c'est quelqu'un de très agressif, Kevin Anderson. Donc match très très solide du Sud-Africain qui l'emporte 6-3, 7-6. Ouais. Et Hugo, du coup c'est quoi l'objectif d'Anderson là sur ce tournoi? Je pense que c'est de passer les poules et aller le plus loin possible et je pense qu'il a largement les moyens parce que comme l'a dit Quentin, en indoor il est très redoutable. Et de l'autre côté, Thiem, je trouve un peu moins bien en cette fin de saison. Donc à voir pour ses prochains matchs en Masters ce que ça va donner. Ouais, un peu moins bien, mais qui était bien revenu du côté de Bercy, qui avait très bien joué la semaine passée, qui était sorti face à un Khachanov qui a été extraordinaire tout au long de la semaine. Mais ça va être le duel Anderson-Nishikori en fait qui va tout faire dans ce groupe, parce que je pense que Federer il aura pas de souci à se qualifier. Mais une petite piécette sur Anderson, du coup je prends pas beaucoup de risques parce qu'il vient déjà de s'imposer contre Thiem, mais intéressant le Anderson-Nishikori au prochain tour. On sait que le Nippon l'avait emporté à Bercy. Du coup pour toi Thiem c'est terminé au Masters là? Là à moins qu'il gagne Federer et pourquoi il irait pas chercher Nishikori là?
Bah s'il va chercher Nishikori mais qu'il perd contre Federer, quoi qu'il arrive, ça va être compliqué de se qualifier. Sinon, du coup, on parlait du match de ce soir, dans la même poule, hein, Federer et Nishikori vont s'affronter. Quentin, le dernier résultat, c'était Federer qui bat à Bercy Nishikori, encore une fois sur dur indoor, 6-4. 6-4, est-ce qu'il a une chance le Nippon ? Ouais, il a toujours une chance. Après, Federer, il a dit que c'était son objectif de fin de saison, c'était ce Master. Donc, je pense qu'en plus, il aura envie de marquer le coup d'entrée avec un gros match. Donc, ça va être très très compliqué. Il faut que Nishikori fasse le match parfait, et que par la même occasion, Federer soit lui moins bon. Mais bon, je parierai pas sur une victoire du Japonais. Ouais, de ton côté Hugo, pareil, tu vois vraiment Federer aussi vraiment au-dessus là ? Federer est favori quand même dans beaucoup de ses matchs, mais après on n'est pas à l'abri d'une surprise, mais je vois quand même mal Nishikori d'entrée battre Federer. Pour moi, je pense que Federer va remporter le match en 2-7. Ouais, surtout à Londres, hein, c'est comme s'il jouait à balle. Hein, il joue à domicile à Londres. Franchement, il joue à domicile, ça va encore être. Il joue partout à domicile. C'est ça. On l'a encore vu à Bercy il n'y a pas si longtemps. Ouais, il joue partout à domicile, c'est vrai. Bon, messieurs, sinon on va continuer l'autre poule, la poule A de ce Master de Londres, pardon. C'est Zverev, Silic, Djokovic, Isner. Et d'ailleurs, le premier match c'est Zverev, Silic, un match attendu. Hein. La dernière rencontre entre les deux, c'est Thiem qui l'a emporté, mais c'était sur terre battue à Rome. Pour être non, pas en indoor. Le dernier match entre Zverev et Silic. Voilà, c'est pour ça. Oui. Mais là, par contre, ça change tout parce que c'est plus la même surface. Et là, c'est avantage plus Silic de ce que j'ai pu comprendre. Je laisse Quentin. Vas-y, Quentin. Ouais. Si, en indoor, Silic, il est extrêmement fort. Après, Silic, ça dépend toujours un peu de lui, en fait. Quand il est à 100%, c'est un joueur redoutable. Et on sait que sur du indoor, il peut battre vraiment n'importe qui, pour le coup. Il peut battre Djokovic, il peut battre Federer s'il est vraiment bon. Après, il a quand même des grosses passes de déconcentration, pardon. Et on sait que Zverev est solide. Après, Zverev a encore pas mal de lacunes sur dur, et notamment sur dur intérieur. Ça va un peu vite pour lui. On sait qu'il a du mal en coup droit, il a une grande préparation. Après, il sert bien. Mais bon, tenir Silic, c'est compliqué. Par contre, pour le coup, ce groupe-là, je le trouve un peu plus serré que l'autre. Je pense que Djokovic, il va s'en sortir. Mais après, Isner, Zverev, Silic, je sais pas, j'ai du mal à sortir un deuxième. Moi, je pense que Djokovic, pour moi, est le grandissime favori et de cette poule et de ce tournoi. Mais je pense que le duel Zverev-Silic, pour moi, c'est lui qui va en fait décider de l'autre qualifié, parce que je vois Isner un peu en dessous quand même. Même si il a un très bon service et qu'il peut battre n'importe qui, je place quand même Isner encore un peu en dessous de Zverev et de Silic. Il l'est, je pense qu'il l'est en dessous. Après, comme tu l'as dit, ça va dépendre de son service. Après, il va falloir qu'il réussisse à enchaîner 3 matchs de haut niveau où tout le long il est constant au service, et ça, c'est pas évident. On sait que déjà face à Djokovic, ça va revenir longtemps. Je pense que de toute façon, il fait un peu l'impasse dessus. Messieurs, un but, Maxime. Ah oui, un but Lionel Messi qui vient de marquer 4-3, du coup ça revient. Bon, je pense que il reste combien de temps ? Ça arrive un peu tard, il reste c'est dans le temps additionnel 30 secondes. Okay. 94e. C'était chaud. Bon, ça gonfle les stats. Voilà, messieurs, but donc pour le FC Barcelone. Quentin, tu étais en train de nous parler de la possibilité de deuxième du coup de cette poule. Et ce match qui est très important du coup entre Zverev et Silic. C'est ça, entre Zverev et Silic. Et je disais que Isner, en fait, il peut inquiéter Zverev et Silic sans aucun souci sur une rencontre. Après, est-ce qu'il va réussir à inquiéter les deux ? Et du coup, les 3 avec Djokovic, on sait que les matchs se jouent tous les 2 jours. Je sais pas s'il va tenir physiquement. Il a eu une grande saison. Il a peut-être fait la meilleure saison de sa carrière, Isner. Il a été loin dans pas mal de tournois. Donc attention, danger pour Zverev qui peut se retrouver 4ème de la poule, je pense. Oui, vas-y. Il faut pas oublier aussi qu'à Bercy, il y a eu un Djokovic-Silic où Silic a très bien démarré le match. Et après, mentalement, et face à un très grand Djokovic, a craqué. Donc je pense que ça peut aussi être révélateur. Attention, ils sont pas d'accord à ce que vous êtes en train de me dire. Ils sont déjà en train de vous appeler. Ça peut être révélateur pour la suite du tournoi aussi, ce match qui est à Bercy. C'est vrai. Bon, messieurs, en tout cas, vous donnez avantage sur le résultat final. Qui pour vous peut l'emporter ? Ce sera Federer ou Djokovic, je pense. Après, on peut toujours avoir des surprises. Hein. Si Silic est à 100%, qu'il est en forme, je pense que c'est l'un des seuls qui peut les inquiéter quand il est au top. Là, il n'y a plus Juan Martín del Potro. Donc après, je vois quand même les autres légèrement en dessous. Donc je mettrai une petite pièce sur Djoko et Roger, et ensuite Silic en 3ème position. Bon, très bien. Et Hugo, pour toi ? Pour moi, pour moi, Djokovic va confirmer qu'il est redevenu Djokovic et il va montrer que c'est lui le patron du tennis mondial en 2018. Mais il n'y a pas que les patrons que l'on connaît déjà. Il y a également Milan qui accueillait cette semaine la 2e édition
de la Next Gen. Alors la Next Gen c'est quoi? C'est les jeunes qui se rencontrent. Est-ce que tu peux nous C'est ça. raconter un peu plus, Quentin, parce que le terrain n'est pas le même. Enfin, il est le même mais il n'y a pas les lignes de double. Enfin, tu Il y peux a nous pas de expliquer couloir. un peu ça? En gros, il y a énormément de nouvelles règles. Il y en a 7-8, donc je vais vous faire un petit résumé. Alors déjà, comme tu l'as dit, il n'y a pas de règle, il n'y a pas de couloir. En fait, c'est un cours de simple, c'est délimité sur le terrain de simple. Il y a un Hawkeye qui s'applique sur tout le cours, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de juge de ligne en fait. Et l'arbitre, lui, il est là que pour le service. Parce qu'en fait, ils n'ont pas encore la technologie pour mettre le Hawkeye seulement sur le carré du service et après le déployer pendant le point sur tout le terrain. Mais en gros, il y a un Hawkeye tout au long du match, il y a un Hawkeye sur tout le terrain. Donc dès que la balle sort, c'est un petit robot qui dit out tout le temps. C'est tout le temps le même son, c'est assez drôle d'ailleurs. Une autre règle, les ramasseurs de balles n'amènent plus les serviettes. Ah oui, ça je l'ai vu. Les gars sont obligés d'aller chercher un serviette. Voilà, c'est en ce moment une grande polémique. Il y en a qui disent qu'ils sont d'accord, d'autres qui sont pas d'accord. On a tendance à dire que les ramasseurs, ils sont c'est un peu les sous-fifres des joueurs. Et on a vu avec Verdasco, il y avait eu des problèmes avec Sabalenka aussi, ouais. qui avait pas considéré des ramasseurs. Ensuite, ils ont le droit qu'à un seul medical timeout pendant le match, donc ça évite. Et Voilà. si on est blessé, on est blessé. Bah une fois. Une fois. T'as le droit d'être blessé une Tu fois. peux le blesser qu'une fois. C'est ça. Après c'est mort. Il y a un chronomètre, donc ça on l'avait vu en application, je sais plus où c'était peut-être à Shanghai. Il y a un chrono entre chaque point, donc pour que les joueurs ils aient le temps. L'échauffement il est réduit de 5 minutes à 4 minutes, donc ça je sais pas trop à quoi ça sert. Il n'y a pas de let au premier service, ça c'est une règle très importante. Il n'y a plus de let. Donc en gros, on joue comme au badminton quoi. C'est ça, si le service touche touche la bande et que la balle est bonne. sur le point. Alors, ça, mais ça continue. juste une question, donc plein de règles différentes, mais à quoi elles servent ces règles? Là, il y a aussi la règle aussi des 7 qui Parle bien dans ton micro. la Hugo. règle des 7 aussi qui change parce que maintenant c'est des 7 en 4. C'est ça. Voilà, donc Avec un c'est- tie-break à 3 partout, il n'y a plus d'avantage. Ouais, c'est 40-40, À 40, celui qui c'est- gagne a gagné C'est point. point décisif et c'est le relanceur qui choisit le côté. Donc Mm. il choisit le côté avantage ou le côté En égalité. vrai, le service à la cuillère va faire son retour. Parce qu'avec le jeu et le filet. Avec la lettre, ouais, pour ceux qui sont très très précis, ça peut être une Service à la tactique à cuillère. employer. Mais alors attendez, juste Quentin, pourquoi ces changements? Pourquoi Ils ils testent. font ça? Ils testent. Par exemple, je pense que le Hawkeye sur tout le cours, dans les 4-5 prochaines années, ça va arriver partout. Ensuite, il y a des règles évidemment qui font un peu polémique. Par exemple, là, ils ont le droit, ils ont possibilité d'appeler leur coach à la fin de chaque set. Ah oui, et ils ont carrément C'est un ça. casque avec... Ils ont un avec, petit casque, ils sont en communication avec leur coach. Ça, je pense que par exemple, ce sera pas accepté par les joueurs. Parce que personnellement, je trouve d'ailleurs que c'est une règle un peu bizarre. Moi, j'aime bien ce concept au tennis d'être tout seul, d'être dans son cocon. Que dès que tu veux essayer d'avoir des conseils, tu prends un avertissement parce que c'est toi et toi seul et c'est toi qui dois te débrouiller et trouver des solutions tactiques tout seul. Mais après, ils essayent plein de choses. Et tu penses pas qu'avec toutes ces règles, ça va peut-être perdre un petit peu en saveur? Franchement, j'étais très très perplexe avant cette semaine et j'ai regardé toute la semaine et j'ai adoré. Parce que je trouve que du coup, dès le début de match, il y a quand même tout de suite une intensité. Dès les premiers points, ça joue à fond. Vas-y Lucas. Non, Lucas a une question justement. Non, moi c'était plus sur l'aspect visuel en fait. Je trouve que ça choque. Ah, c'est Ça- choquant. Ça pique les yeux hein. Quand tu vois des matchs de tennis sans les couloirs. Après, alors oui, c'est une question d'habitude, mais j'ai vu la semaine à Milan, ça pique les yeux. Enfin, c'est. Moi Bah, personnellement, ça change en fait, c'est différent, c'est moins beau peut-être. personnellement, j'ai arrêté de regarder. Je regardais un match il y a 2 jours. J'ai arrêté ça Et avec ça, parce que ça t'a Rublev. dérangé. Ça m'a clairement piqué aux yeux. Ça m'a dérangé de regarder ce match. J'ai l'impression que c'était pas du tennis. Je sais pas, c'était que visuel. Moi, c'était- Il y a deux choses qui me dérangent dans ces nouvelles règles. C'est déjà les 7 en 4. Je trouve ça je trouve ça dommage. Tu perds en Je suspense, suis tu d'accord. perds en. Ça fait match Là, d'exhibition. le match est moins long, il y a t'es moins Ah, mais dedans. du coup, les points sont plus importants en fait, parce que dès le premier jeu du match, tu te fais briquer, c'est fini. Donc Ça veut dire que en c'est fait, ça. direct, il y a plus de 5 minutes, 10 minutes où les joueurs ils sont là, ils essayent de se régler, etc. Ils arrivent, ils doivent être à 200% d'entrée en fait. Ça veut dire que tu changes les règles d'un sport qui existe depuis une centaine d'années juste parce que tu veux fluidifier le jeu. Mais il y a plein de choses différentes. En tout cas, il y a déjà le Hawkeye qui vient, mais c'est juste pour améliorer le sport du coup. C'est comme ça, c'est C'est ça une nouveauté, l'objectif. c'est ça. C'est une nouveauté. Hugo, c'est ça l'objectif, c'est vraiment de changer, essayer Ouais, d'améliorer mais- le sport. Mais dans ce cas-là, on fait comme des démos sur PS4, on fait des matchs en 2 jeux et on arrête. Là, on change vraiment les règles Après, en fait. c'est vrai que des fois, quand il y a un break d'entrée, bah, ça fait vite Ouais. 4-1, quoi. Ça fait vite 4-1 ou 4-0. Mais au final, regardez, ça change rien sur les temps de match. Les matchs durant. Vu que c'est en 3-7 gagnants, c'est en 4 jeux, mais c'est en 3-7 gagnants par contre. Donc ça change, ça peut aller en 5-7. Il y a beaucoup de matchs qui vont en 5-7. Et les joueurs mettent une intensité qui est différente des autres matchs. En fait, on n'aborde pas le match pareil. Puis pareil, le fait qu'il n'y ait pas d'avantage. Ça, c'est extrêmement différent. Vous regardez Demi-Nord toute la semaine. Dès qu'il était au retour de service et qu'il y avait une égalité, il faisait automatiquement un retour volé. Il mettait la pression parce qu'il sait que ça se joue à un point. Et le nombre de jeux qu'il remporte comme ça en mettant la pression, faut être beaucoup plus solide mentalement, faut être plus prêt à se battre d'entrée et, En fait, je et tout le long. pense que ça va vraiment favoriser les retournements de situation vu que c'est en 3-7 courts. Je pense Mais que ça va ça vraiment favoriser favorise aussi les gros serveurs.
Aussi, ouais. Oui, C'est pas sur les 40 sur les 40 surfaces, bien sûr. ouais. Et justement, maintenant qu'on a parlé des nouvelles règles et de ce que ça peut changer, on va parler maintenant des hommes qui font que le tennis est également en train de changer. Et une victoire de Tsitsipas contre De Minaur. Alors le score exact c'est 3-7-1, mais du coup vu que c'était en 4, Quentin, je vais juste... Est-ce que tu as le score exact de chaque match? Il a perdu le premier set 4-2 et ensuite il remporte 4-2, 4-3, 4-3. Donc les deux derniers sets, c'est au tie-break qu'il les remporte. Et à chaque fois de la même manière, à chaque fois à 3 partout dans le tie-break, De Minaur craque en coup droit, faute dans le filet, derrière gros point de Tsitsipas, 6-3, 7-3, on n'en parle plus. Mais gros match et belle semaine des deux joueurs d'ailleurs, Tsitsipas et De Minaur. Et par contre, je trouve ça très bien d'avoir fait un Masters des moins de 23 ans. Je trouve que ça les aide aussi pour appréhender après les grandes échéances et tout. Donc je trouve ça très bénéfique. Et puis en termes d'argent aussi. En termes d'argent, là, De oui. Minaur, il a quand même pris 500 000 €, c'est pas rien. C'est pas rien. Puis le dernier, le 8e joueur, l'Italien, là, qui s'est qualifié grâce aux qualifications qui se passent en Italie, lui, il a pris, il est 600e mondial, il a pris 55 000 €. Comment ça se fait qu'il est ici du coup? Bah, en gros, il y a les 7 meilleurs joueurs de la saison et le 8e, il y a un petit championnat qui se passe en Italie parce que le Master est à Milan, entre 8 joueurs italiens, et le meilleur est convié au Master. Ok, d'accord. Donc c'est vraiment très bien pour lui, très cool. Ouais, quoi. Il a une expérience géniale, il Vraiment, prend de l'argent. Quand t'es 600ème et que tu touches ce pactole-là, C'est pas mal, ça c'est pas mal. fait- ça fait du bien. Ouais. Surtout à son âge. Mais pour vite fait, j'ai vite fait des petites, regarder les petites stats. Faut rappeler que De Minaur, il va finir la saison à la 31e place mondiale et il a commencé 208e. Donc je sais pas si vous vous rendez compte, c'est une saison exceptionnelle pour le jeune Australien. Il a que 19 ans. Il est déjà très très solide mentalement, il a un très bon revers, il est encore un peu petit, un peu frêle, mais c'est un joueur qui va avoir vraisemblablement un bon avenir dans le tennis. Et Tsitsipas, lui, qui fait une progression peut-être moins grande, mais il arrive 15e mondial, donc c'est quand même, il rentre un peu plus dans le vrai, et il a commencé la saison 91e. On a un peu l'impression qu'il a été là toute l'année, alors que pas du tout en fait, il était vraiment dans le fond du classement en début d'année. Et puis, messieurs aussi, il n'y a pas qu'en Europe qu'on parle de tennis à Londres et à Milan, mais également aux États-Unis où le New York Times, Quentin, a fait des top 5 de certains joueurs, c'est ça hein? Ouais, c'est assez drôle. On sait que quand on parle tennis, on a un peu souvent ces débats, ouais, qui a le meilleur coup droit, qui a le meilleur revers, etc. Et le New York Times, ils se sont amusés à faire un classement. Donc, je sais pas, j'ai tout noté, il y en a vraiment beaucoup, je vais pas tous vous les faire. Mais par exemple, le meilleur coup droit, c'est Federer. Tout simplement. Bizarrement, c'est Mais et Nadal n'est pas dedans par contre. Deuxième. Donc Federer au-dessus de Nadal sur les coups Ouais, droits. Federer, selon le New York Times. C'est ça, Federer en 1, Nadal en 2, Del Potro en 3, et Verdasco en 4, Edmund en 5. Après, ça dépend aussi des surfaces, hein, parce que le coup droit de Nadal sur terre battue, c'est le meilleur du monde. Alors que sur dur, c'est pas forcément le cas. C'est vrai que le coup droit de Nadal, il n'y a pas mieux sur terre battue. Et Roger Federer, par contre, sur dur est impressionnant, alors que Clément est en folie. Clément est en folie. Rennes vient de rater son pénalty contre Nantes, messieurs. Rennes a raté un pénalty contre Nantes. Merci à Grenier d'avoir essayé en tout cas. Merci d'avoir essayé, c'est toujours sympa. Merci les amis. Calme-toi. Qui a bien On rappelle que c'est avant tout une radio objective, hein. On n'est pas pour Nantes, on est pour personne, hein. C'est juste que Non mais voilà, c'est juste on vous fait suivre le live quand même. En tout cas, ça fait toujours. Est-ce que tu peux dire un aller Rennes du coup pour compenser avec ton effervescence nantaise? Allez droit en Ligue de Rennes. Non. Non, je rigole. Du coup, je finis juste on termine par voilà, rapport c'est au ça. top 5 parce que c'est quand même extrêmement intéressant. Alors, je pourrais faire un petit test, sinon, messieurs, pour vous, qui est le meilleur revers à deux mains? Djokovic. C'est ça, en 2, vous mettriez qui? Là, si vous le trouvez, vous êtes fort. T'as regardé, toi? Non, j'ai pas regardé, mais Ok. revers à deux mains. Ouais, revers à deux mains. Le deuxième meilleur revers à deux mains du circuit. Il est petit. Il est pas très grand. Il est jeune. Non, il est pas très jeune. Il est là, on le connaît très très bien. Nishikori. C'est ça. Bravo. Ouf, ah oui, Fort. d'accord. Fort. Troisième, ils mettent Alexander Zverev. Quatrième, Andy Murray. Cinquième, Nadal. Moi, j'aurais mis Murray deuxième, personnellement. Je vois pas en quoi Murray est derrière Nishikori. Oui, mais Zverev. alors je pense aussi qu'il joue par rapport à la saison aussi, non? Tu penses pas? Parce que Murray est moins bien cette saison. C'est possible. j'ai pas- Si, ça doit faire en J'ai sorte pas regardé sur quoi ils se basaient, mais voilà, c'est de Tu possible. sais, novembre sur quoi c'est 2018. basé justement ces stats? Je sais qu'ils ont fait plein de recherches avec plein de boîtes différentes, etc. Mais, D'accord, ouais. mais tout était en anglais, j'ai pas eu le temps de tout lire. Mais je pense tout que traduire surtout. c'est ça. C'est surtout, je pense que s'il doit avoir un rapport avec l'année, parce que sinon je vois pas pourquoi Murray. Enfin après Ouais, Murray il non. a pas joué de l'année, donc qu'est-ce qu'il ferait là? Je sais pas. C'est vrai. Ensuite il y a le meilleur revers à une main. Donc ça il y a un assez intéressant parce qu'il y a un Français dans le classement. Donc Richard pour vous qui est le Gasquet. premier, qui est le Federer. meilleur revers à une main? Federer. Non. Philippe Kohlschreiber. Non, et mention spéciale, parce qu'à chaque fois ils ont fait les 5 premiers et ils ont fait des mentions spéciales et Kohlschreiber est dans les mentions Tim spéciales, mais il est pas dans les 5 premiers. Non, Tim il est 4ème. Ah, bah, je sais. Vavrinka. Wawrinka, Ouais. notre bon vieux Stanislas qui est premier. Derrière Zeman. c'est Gasquet. Richard Gasquet. Allez, je vous laisse une dernière question Quentin parce que sinon on va finir en retard.
Et après, c'est le meilleur service. Donc ça, c'est Isner sans... Jan Isner qui met Voilà. Anderson. Isner, Karlovic, Federer, Anderson et Raonic. Bon, on revient sur le live, Maxime. Les résultats en ce moment, ça donne quoi du coup sur les terrains européens? Alors en première ligue, c'est bientôt la mi-temps. En tout cas, Manchester City United, c'est déjà la mi-temps. Bientôt Arsenal Wolverhampton. Donc toujours 1-0 pour Manchester City, le but de Silva. Et toujours 1-0 pour Wolverhampton contre Arsenal. En France, toujours 1 et 1-0 toujours pour l'OM. Hein. Toujours le même score, rien n'a changé. Par contre, c'est dans les autres championnats où en Allemagne, on a Francfort contre Schalke ou pareil 0-0. Mais en Italie, où Sassuolo reçoit la Lazio, là, un partout. La Lazio avait marqué et Sassuolo a égalisé un petit peu après. Et on est où au niveau du handball? Le HBC Nantes était également en train de jouer cet après-midi contre le Motor. Ouais, exactement, et c'est serré, c'est très serré depuis le début de la partie. Pour l'instant, avantage à Motor, l'équipe d'Ukraine, mais Nantes n'est pas loin, 26-24. Bon, très bien, et vous savez, on se retrouve dans quelques instants, on va vous parler de NBA. Paul Biloquet également va nous rejoindre pour faire sa chronique. En tout cas, il essaiera d'être drôle. Et tout d'abord, on va commencer par écouter Drake, In My Feelings. On vous l'avez pu l'entendre, comme vous avez pu l'entendre, pardon, ce n'était pas Drake, mais bien Orelsan et Gringe déchirés. Pour être plus exact, on a eu un petit problème de son. Du coup, on va revenir avec Lucas tout de suite sur la NBA, avec également les chroniqueurs qui vont pouvoir réagir à ces différents matchs. On le sait, Cleveland connaît un début de saison compliqué, a même perdu contre Chicago hier 99-98. Pour les autres résultats un peu plus importants, Memphis a battu Philadelphie 112-106. Et puis les Golden State Warriors ont continué leur marche en avant en battant les Brooklyn Nets 116-100. Surprise un peu, hier tout de même les Spurs ont battu les Rockets 96-89. Et puis pour terminer, eh bien, victoire des Lakers de LeBron James 101-86. Lucas, est-ce que déjà il y a des résultats qui sont un peu surprenants? Parce que Houston, on en parlera un petit peu plus tard, mais la défaite des Sixers contre Memphis, ça peut être un peu surprenant cette défaite. Bah, c'est sûr, surtout qu'il y a de l'actu en ce moment du côté de Philadelphie avec le trade de Covington et de Saric en échange du tant attendu Jimmy Butler. On sait que Jimmy Butler à Minnesota, ça se passait pas bien depuis le début de la saison. C'est officiel depuis hier soir, il est tradé contre Dario Saric qui a été drafté il y a 4 ans par les Sixers et contre Robert Covington. Surtout ce qui est dangereux, hein, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Saric et Covington, pardon, je suis pas un amateur éperdu de basket. Donc Saric et Covington donc étaient des titulaires de Philadelphie. Donc c'est vraiment une grosse tentative là d'emmener Butler. En fait, c'est un danger dans le sens où par exemple le match d'hier soir, ils perdent 112 à 106 pardon. Et il y a des joueurs type Jonah Bolden, TJ McConnell et Furkas Korkmaz qui jouent 20 minutes. Parce qu'il n'y a plus de banc, ils viennent de trader, pas de vendre, ça marche pas en NBA, trader 2 joueurs importants, donc ils sont en manque de joueurs, surtout qu'ils ont beaucoup de blessés. Oui, pardon Quentin, c'est moi qui ai fait une petite erreur. J'étais coupé. Ils peuvent pas les faire jouer du coup? Non, imagine ils se blessent. Le trade est annulé. Ah, parce que c'est sur une... Non, il a été fait que hier soir après le match, le trade officialisé. La NBA a toujours 24 heures pour officialiser le trade. D'accord. Les équipes se mettent d'accord, ensuite ça remonte jusqu'aux instances pour voir. Parce que des fois il y a des triches. C'est surtout par rapport au contrat. Enfin voilà, c'est des triches. Là, c'était officiel à partir de 23h. Le match était à 21h30 heure américaine. Donc c'était là, c'est bon, ils pourront jouer les prochains Normalement, matchs. Prochain match, il est dispo, même s'il est un peu blessé. Là, il était malade, on sait pas trop. On sait qu'il c'est un peu le cauchemar dans sa tête à Jimmy Butler depuis le début de la saison. Donc ouais, résultat étonnant, mais c'est compréhensible par le fait qu'il manquait 2 joueurs importants du côté de Philadelphie. Et puis victoire des Lakers contre les Sacramento Kings. Est-ce que LeBron James est en train de poser sa patte sur cette équipe de Los Angeles? Et bah ça y est, les Lakers sont pas dans le positif, mais sont revenus à 6-6 à 50% pour la première fois de la saison. Une belle victoire hier, même si bon c'est Sacramento fait un bon début de saison à noter, mais on sait que c'est pas l'équipe qui va aller en playoff, c'est une équipe qui va commencer doucement mais sûrement à descendre dans les classements de division. Les Lakers commencent à se mettre en route, à LeBron toujours à 27 points, avec 4 à 5 joueurs au-dessus de 10 points pour les Lakers, donc c'est intéressant. Maintenant encore une fois, il faut prendre ça avec des pincettes, hein, c'est que Sacramento. Et puis on en parlait juste avant, Houston Rockets, défaite contre San Antonio 96-89, mais Lucas, où vont les Houston Rockets? Et bah je pense qu'ils vont pas bien loin, et surtout leur coach Mike D'Antoni. On connaît la philosophie de Mike D'Antoni, hein, c'est quelqu'un qui joue sur le run and gun, c'est-à-dire quelque chose d'assez rapide, un shoot dans les 8 premières secondes de possession. Mais le problème c'est qu'ils ont perdu trop de joueurs, ils ne défendent pas. Ils ont perdu Luc Richard Mbamute parti aux Clippers, ils ont perdu Ariza qui est parti aux Phoenix Suns. Et ils ont remplacé ça par James Ennis qui est un pur shooter mais qui ne défend pas. Chris Paul n'est pas à son aise, il fait encore 4 sur 13 hier soir, c'est pas bon pour un joueur comme Chris Paul en 40 minutes de jeu. Donc ça veut dire que sur 48 il joue 40 et il fait 4 sur 13, il met que 4 passes décisives pour un meneur. C'est rien.
Et James Harden fait 7 sur 27. 7 sur 27 hier. C'est 1 sur 13 à 3 points. C'est affolant. Il met 25 points, sauf qu'il met, il met 10 de ses 25 points sur lancer franc. Donc ça enlève 15 points, ça veut dire 7 sur 27. C'est même pas du 30% de shoot pour le mec qui est censé mener. De toute façon, les deux sont pas à leur niveau. Non, mais les deux sont pas à leur niveau. Mais c'est là qu'on voit que le système de D'Antoni, ça marche que contre des équipes qui veulent pas jouer, qui ont peur ou qui reculent. Là, face aux Spurs, on connaît Greg Popovich, c'est une équipe très rigoureuse qui fait beaucoup de passes, qui fait tourner le ballon. Et on a des mecs comme Aldridge et DeRozan qui sont beaucoup plus forts pour le moment qu'un Paul Harden. Donc je pense que ça va être compliqué pour les Houston Rockets. Maintenant, on est en début de saison, ça fait à peine 12-13 matchs, il y a le temps. Après, mais attention. Je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve que l'année dernière, il y avait un vrai leader qui se dégageait. Enfin, Harden, je trouvais qu'il prenait vraiment les choses en main quand il fallait. Et cette année, j'ai l'impression que c'est un peu une fois c'est Chris Paul, une fois c'est Harden. J'ai l'impression que c'est pas vraiment acté et que les deux ne sont pas... Alors Harden, là depuis 2 ans aussi, il est resté sur l'objectif titre de MVP. Il l'a eu, ça y est, l'année dernière, très bien. Il devait l'avoir il y a 2 ans où Russell Westbrook l'a eu parce que son année en triple-double. Il l'a eu. Je trouve qu'il est... je le trouve déjà gros. C'est pas un gros déjà bonheur. qu'il a jamais été exceptionnel. C'est pas un mec. Il y a gros et gros quand même. Gros pour un basketteur. Non, mais il est pas svelte, quoi. Il est pas svelte. Il Je le trouve avec moins 5 affiné Il est que pas l'année très dernière, athlétique. 5 bons kilos de trop. Non, mais Maxime a totalement raison. Il a 5 bons kilos de trop sur la balance. Il est moins rapide. Il fait beaucoup de fautes. Il a pris 2 fautes dans les 3 premières minutes du match hier soir. Il a dû sortir et laisser en galère ses coéquipiers pendant 12 minutes. C'était compliqué. Moi, je l'ai vu le match. Et franchement, et pour faire juste un point du coup sur les Spurs, très intéressant ce que produisent les Spurs. Ils n'ont pas de meneur. C'était la première de Derrick White hier soir, un meneur qu'ils ont pris l'année dernière mais qui n'a pas beaucoup joué. Là, il joue parce que Parker est parti, il n'y a personne et que Murray est blessé, ainsi que Lonnie Walker. Donc c'est intéressant, il met 14 points, 8 passes. Ça, c'est un meneur. Voilà, il joue 30 minutes, il fait 14 points, 4 sur 9, 8 passes. Très bien, il laisse les stars jouer. Aldridge en met 27, DeRozan en met 13, c'est pas beaucoup, il fait 5 sur 12 hier. Bon, c'est vrai. Mais très belle victoire des Spurs dans le derby du Texas. Très bien, et puis on va maintenant revenir sur toute cette semaine, mais du côté français, que s'est-il passé sur les parquets NBA pour nos franchises là-bas? Alors du côté des Français, cette semaine du coup c'est intéressant, on a déjà vu Evan Fournier il y a quelques jours mettre un buzzer beater pour faire gagner son équipe. Ouais, buzzer beater on le rappelle, c'est donc un le shoot à la dernière seconde qui fait gagner ton équipe. Sur le buzzer de fin de match. C'est ça, il y avait 100 partout, Evan on lui a passé le ballon à 3 secondes de la fin, il shoot à 3 points, victoire. Sur les réseaux sociaux il s'est exprimé, c'est la première fois de sa carrière qu'il le fait en NBA. Mais c'est la preuve qu'il commence à prendre de plus en plus d'importance quand même dans son équipe. Après à Orlando ça fait 3 ans que c'est le meneur, c'est le première option offensive. Franchise player, il n'y en a pas vraiment, je pense, à Orlando. Par contre, c'est la première option offensive avec Aaron Gordon. Donc, Evan, il sait moi, j'espère qu'il va partir. Parce qu'il y a... Pour lui, parce qu'il n'y a pas d'ambition dans ce club. il irait où? Ah, ça, je sais pas. Je sais tellement de possibilités en NBA. À Houston, en 6ème homme. Très intéressant, même si c'est pas un mec ou alors rejoindre notre ami Rudy Gobert au Utah Jazz, parce qu'on sait qu'ils s'entendent bien les deux. Le problème, c'est qu'il y a Donovan Mitchell sur son poste. Il y a de la place, ouais. Il y a Donovan Mitchell qui joue 40 minutes par match. Et Evan il peut pas jouer en 3, il est pas assez grand, c'est pas un meneur, il peut vraiment jouer 2 scoreurs. Mitchell c'est tout à fait le profil d'Evan, mais en beaucoup plus fort. Enfin, plus fort en tout cas. Capable de faire plus de choses. Voilà, qui est beaucoup plus rapide, peut-être pas un meilleur shoot, mais beaucoup plus rapide, beaucoup plus physique, beaucoup plus fort. Juste, si tu me permets de revenir sur 2 autres résultats en vitesse. Rapidement, je t'en prie Lucas. Dallas qui bat Oklahoma hier soir 111-96 avec une super performance de Luka Doncic qui met 22 points. Une petite anecdote sur Luka Doncic, c'est le premier rookie depuis Michael Jordan à être à 20 points, 6 rebonds, 4 passes de moyenne sur les 15 premiers matchs de la saison. Donc ça promet pour un joueur européen, et c'est le premier joueur européen du coup, donc ça promet à 19 ans. Et juste un autre résultat que je retrouve tout de suite, oui voilà, je l'ai, excusez-moi, la défaite de Milwaukee face aux Clippers avec une équipe des Clippers qui m'étonne depuis le début de la saison. Elle est de plus en plus impressionnante cette équipe des Los Angeles Clippers. Aucune star dans cette équipe. Griffin. Non, il a Détroit maintenant. Ah oui, il a Détroit, pardon. Ouais. Aucune star. Plus aucune star aux Clippers, mais par contre, un effectif 12 joueurs, 12 mecs qui rentrent dedans et qui font ce qu'on leur demande. Et maintenant, il est 18h31 pour être précis. Il est temps de parler des jeunes joueurs qui vont apparaître en NBA. En tout cas, ils font la draft cette saison. Et on en parlait en début en off de cette émission. Cette draft... elle semble aussi forte que celle de LeBron James en 2003, on le rappelle. Il y avait Dwayne Wade également, Carmelo Anthony, Bosh, et puis du côté français, il y avait Michael Pietrus et puis Boris Diaw. Mais qu'est-ce qui te fait dire, Lucas, du coup, que ces deux, que c'est comparable ces deux drafts, parce qu'on parle de quand même la plus belle de l'histoire en 2003. On rappelle dans 2 secondes ce que c'est la draft pour ceux qui ne sont pas non plus très amateurs de basket. Je t'en prie, vas-y. La draft, en gros, c'est un événement qui se passe en juin tous les ans, qui réunit les joueurs de 18 à 22 ans qui sont en université ou en Europe. Oui, parce qu'il y en a beaucoup qui
qui passent par exemple par la Pro A, donc maintenant la Jeep Elite, pour Oui, aller ensuite là-bas. Oui, les L'histoire de Frank Ntilikina. Franck Nilikina. Ouais, excuse-moi, c'est que je vois Ntilikina à chaque fois. T'inquiète, pas de soucis. Non, mais en gros, ça permet à des Européens, aux jeunes Américains de jouer en NBA. Donc, c'est pas le seul moyen d'intégrer la NBA, mais c'est le moyen le plus simple pour les jeunes. Et en gros, c'est un événement qui se passe à Brooklyn tous les 25 juin de chaque année et qui permet aux franchises NBA de sélectionner. Donc, il y a 2 tours de 30 et ça permet de sélectionner les jeunes. Donc, on revient un peu sur notre sujet. Oui, bien sûr. Donc, pourquoi cette draft est-elle aussi puissante que d'après toi que celle de 2003? Eh bien, parce que quand on regarde le top 15, c'est des stars en puissance. Alors on peut pas s'avancer, on sait très bien qu'avec les jeunes ça peut partir à tout moment et ça peut mentalement comme physiquement se casser, mais Pour les 2-3 premiers, on peut s'avancer. ouais, surtout qu'il y a un Français, attention à Sekou Doumbouya qui sort de l'INSEP et qui joue à Limoges en ce moment, qui a 20 points de moyenne à 17 ans, attention à lui, il est pronostiqué 3ème de la draft. Et les 2 premiers, du coup, j'ai même pas parlé des 2 premiers, je sais pas si t'as vu quand je t'ai montré une petite vidéo il y a quelques semaines sur Zion Williamson. Un monstre. Zion Williamson, je vous invite à aller voir sur YouTube et à taper Zion Williamson, c'est un mec de 2m01, 18 ans, 130 kg. 130 kg, 18 ans, c'est 2m01. monstrueux. 2 mètres C'est un 130 monstre. kilos, enfin, faut se rendre compte C'est un un peu. monstre. Et il est tout sec. Il a des bras, mais c'est Shaquille O'Neal. Bah, il va plus vite, il saute plus vite, Ah non, mais il est donne complet. plus fort que tout le monde. Il a un shoot. Il va à l'intérieur. Il poste. Il fait tout. C'est le phénomène. Et devant lui, ce qui est intéressant, c'est que sur les 4 premiers de la draft, il y en a 3 qui jouent à Duke, l'université de Duke. Il y a R.J. Barrett, c'est un Canadien. Il a terminé cet été au championnat U19 à 29 points de moyenne. Il a été MVP de la compétition devant. Il bat la France en finale. 29 points de moyenne, on se rend pas compte de ce que c'est à des mecs de 19 ans, c'est des monstres. Et lui, À 19 ans, ça se fait pas. Et lui, c'est le. Je peux même pas dire à qui il ressemble tellement il est fort. Ces 2 mecs, Williamson et Barrett, ils vont révolutionner la NBA comme LeBron James l'a fait en 2003. Et puis, il est temps maintenant de venir du côté français, où il y a eu un gros match hier soir entre des favoris au titre, Strasbourg. Le Strasbourg de Vincent Collet, on sait qui est Vincent Collet, le coach de l'équipe de France, a battu l'Asvel, le club de Tony Parker, 97-92, Lucas. Exactement, 97 à 92, une belle victoire pour Strasbourg. On sait que Villeurbanne a été quasiment invaincu, ils avaient perdu qu'un match depuis le début de la L'Asvel saison. Lyon-Villeurbanne. LDLC Asvel Lyon-Villeurbanne, exactement, si tu veux le nom complet. Du coup, Villeurbanne, c'est leur deuxième défaite de la saison, ils sont premiers. Deuxième, Chalon-sur-Saône qui joue ce soir. Et Strasbourg, 3ème, qui gagne sa 6ème victoire de la saison. Donc c'est intéressant. Si vous voulez un peu de stats, je peux vous en donner, Clément. Est-ce que ça vous intéresse un peu de stats? Mais bien sûr, les stats Ça vous m'intéressent intéresse toujours, un peu de Lucas. Statistiques, ok, très bien. Donc à Strasbourg, Michael Green met 25 points. Youssouf Affal, le français, pivot de 2m21. C'est un très intérêt, 2m21. C'est combien, Rudy Gobert? 2m16, 2m17. 2m21, il met 18 points. Il fait 0 rebond. Vous voyez, pour un mec de. Enfin, c'est pas forcément la taille qui compte. Et Marcus Lauter, la star de Lyon-Villeurbanne, en met 17. Donc une belle victoire pour les hommes de Vincent Collet qui se relancent dans cette Jeep Elite. Et du coup, on en est où dans les classements justement? Où en sont Strasbourg et l'Asvel? Et qui est pour le moment leader de la Jeep Elite, Lucas? Alors, je pense que t'étais occupé juste avant. Je vais me répéter, c'est pas grave. Non, oui, excuse-moi, T'inquiète, pardon. pas de Non, c'est soucis. pas ça. En fait, c'est que Pas de je me suis totalement renversé par rapport à ce que tu me disais. C'est derrière où ça traîne. Hein. Oui, Et c'est ça. du coup, excuse-moi, je suis Ah non, complètement. mais c'est moi, c'est moi t'inquiète qui est à l'ouest. Quelle équipe est à la traîne du coup? Alors, à la traîne, il y a Monaco qui est 10ème. Monaco qui est champion en titre, qui va loin depuis 2-3 ans avec Zvezdan Mitrovic, qui est maintenant le club de Villeurbanne, qui est 10ème, qui a 5 victoires, 4 défaites. Et moi, ma petite déception, c'est Limoges. Limoges qui est 15ème, je viens de parler de Limoges avec Sekou Doumbouya en plus, mais Limoges qui est 15ème, qui a 2 victoires, 7 défaites. C'est compliqué, ils sont talonnés par Force-sur-Mer, qui vient de monter de Pro B. Donc c'est compliqué, mais j'y crois à Limoges, ils ont une belle équipe, ça va remonter. Oui, donc on risque de voir remonter comme tu le disais. Et un but pour toi, Maxime. Ouais, et un but pour Manchester City qui enfonce un peu plus Manchester United, 2-0. C'est 2-0. compliqué pour les Et joueurs le de José buteur, Mourinho. notre Sergio Agüero national. Ouais, et pour changer, c'est toujours lui qui marque également du côté de Ça City. vient juste de reprendre en plus là, non? Ça vient juste de reprendre, on était à la 47ème. Agüero se met en condition pour le super derby. Dès le retour des River vestiaires, Plate, ouais, 2-0, ça fait. Bon, ça fait et mal. si on tournait notre page basket avec l'Euroleague, du coup, Lucas, et les résultats? Oui, exactement. Alors les résultats, c'est assez simple. Il y a eu 2 gros matchs. Le premier, c'était Olympiakos contre Panathinaikos, pardon, les Verts contre les Blancs et Rouges. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est vraiment que ces 2 équipes, c'est les 2 grosses équipes très impressionnantes en Grèce, et c'est les 2 équipes un peu légendes, ça fait 20 ans qui cartonnent. Une victoire du Panathinaikos 93-80. Le français, il y a un français qui joue à Olympiakos, c'est Axel Toupane. Ses statistiques, je ne les trouve pas. Si statistiques, excusez-moi, je prends ça dans
secondes. Voilà, il met 9 points, en 12 minutes. Un bon match d'Axel Toupane. Et le meilleur marqueur du match, c'est Giorgio Sprintesis qui met 26 points en 24 minutes. Donc une très belle performance pour les hommes du Pana. Et avant de rejoindre Angel et Taren à Color, je voulais juste vous dire quand même, parce que hier soir il y a eu le Grand Prix du Brésil 2018 où Hamilton a encore gagné devant Vettel et son allié Bottas. Les deux sont à Mercedes. Et Hamilton s'est excusé auprès de Sergei Sirotkin. Suite à l'incident de course qui les a opposés samedi, où Hamilton a pu dire sur son Twitter ce matin: bonjour à tous, je me réveille ce matin avec le sentiment de devoir corriger certains mots utilisés hier. J'avais tort, ce n'était pas irrespectueux de la part de Sergei, c'était une incompréhension et j'ai sincèrement essayé de sortir de sa trajectoire. Ça n'a pas fonctionné, ça arrive, je respecte la manière dont il a géré ça. Voilà, on part tout de suite avec Angel, on reviendra encore une fois avec Lucas sur le rugby et le 15 de France. On reviendra également avec Grégoire sur le handball, et Nantes c'est bientôt terminé, Maxime, parce que justement on revient tout de suite sur les lives et puis les résultats. Pour l'instant, est-ce qu'on peut avoir les résultats football des matchs en ce moment? Oui, alors pour l'instant c'est facile. Francfort et Schalke sont toujours à 0-0. Arsenal est toujours mené contre Wolverhampton. Merci, 1-0. Manchester City 2-0 contre United. Séville contre l'Espagnol 0-0. Vallecano, Villarreal 0-0. C'est pas des matchs très foufou pour l'instant. Et Sassuolo contre la Lazio, toujours un partout. Très bien. Et du côté du handball, c'est terminé. Eh ben c'est terminé. Et Nantes qui sort sur un match nul 30-30. Qui est donc 3ème de son groupe. C'était à l'extérieur le match. Qui est à l'extérieur, c'est pas un mauvais résultat pour les Nantais. Non, et puis les Nantais du coup qui sont 3ème. Parce que revenir d'Ukraine avec un match nul est sachez-le, un bon résultat pour n'importe quelle équipe qui va là-bas. Du côté basket, il y a un match à 18h30, il me semble, de Bgit Elite, Maxime aussi. Ouais, exactement. Et le match a commencé depuis 10 minutes. C'est ça, et entre Châlons et Dijon, et pour l'instant c'est Dijon qui mène avec 12 contre 9. Bon, mes amis, on se retrouve dans quelques instants, donc comme j'ai dit, pour les rugby hand. Et puis n'oubliez pas, il y a Paul qui nous rejoindra dans cette émission. On passe tout de suite à Angel, Taren, Colors. C'était Angel, mais on se retrouve tout de suite sur l'émission Sport en Bref. Il est 18h42 sur Dynamique Radio. On reviendra bien sûr sur les lives suite au débat handball et rugby, parce qu'on va tout de suite parler du handball et le Paris Saint-Germain qui s'est de nouveau imposé, Grégoire. C'était hier et c'était contre Flensburg, 29-28. Et oui, le PSG s'est imposé, mais le PSG s'est fait peur. Voilà, tout s'est réglé dans les tout derniers instants du match. Donc une victoire au bout du suspense pour Paris qui s'est imposé contre les Allemands de Flensburg 28-29. Et pourtant c'était mal parti pour les Parisiens qui étaient menés pendant 33 minutes. Donc sur une heure de jeu ça fait beaucoup. Mais au final les Parisiens décrochent un 33e match d'affilée sans défaite à domicile. C'est voilà, donc une belle performance. C'est même la 7e victoire d'affilée des Parisiens dans la compétition. Et donc grâce à cette victoire, le Paris Saint-Germain reste premier de son groupe B. C'est le même groupe que Nantes avec 14 points. Et si les Parisiens se sont imposés, c'est une fois de plus grâce à Thierry Omeyer qui sauve la baraque. Pour changer, toujours le gardien de 41 ans dans les buts du Paris Saint-Germain. Oui, il est toujours là, il a fait moins d'arrêts que d'habitude, il en a fait seulement 6. Sauf que ceux-là, ils ont compté. Il a notamment fait un arrêt décisif dans la dernière minute. Et juste derrière, il a pu délivrer une passe décisive qui a offert la victoire au PSG. Et puis ensuite on suit avec Montpellier qui a une nouvelle fois perdu, les Montpelliérains. Et oui, Montpellier n'y est pas, c'est moins glorieux tout de suite. Ils ont perdu contre le club allemand Rhein-Neckar-Löwen 27. Rhein-Neckar, pardon. 37-27. Non mais c'est pas facile, Rhein-Neckar est un grand club européen. Ouais, excuse-moi. Voilà. Mais il n'y a pas de problème. Et oui, donc comme tu as dit, c'est le 6e revers de la saison en Ligue des Champions pour Montpellier qui est bon dernier de sa poule, groupe A, avec seulement un petit point. Match nul la semaine dernière, pour être plus exact. C'est ça. C'est ça. Kristianstad. Contre Kristianstad. C'est ça. Et le champion d'Europe n'y était pas, tout simplement. Ils y sont pas depuis le début de saison, je peux te rassurer. C'est ça, ils n'y étaient pas du tout. Ils ont fait une très mauvaise entame. Ils ont été menés 5-1 d'entrée de jeu. Et puis la suite du match, c'est que les minutes ont défilé. Et les Montpelliérains étaient à la peine offensivement, avec seulement 28% d'efficacité pour les tireurs. Donc voilà. C'est fou comment le départ Lucas de Fabregas pour Barcelone fait énormément de mal à cette équipe de Montpellier. C'est là qu'on voit que dans n'importe quel sport collectif, le départ d'un joueur cadre, même s'il est remplacé par un autre, c'est toujours compliqué de faire l'adaptation. Et moi j'aimerais juste revenir sur le match du PSG. Il y a une très belle stat, c'est que Geisheimer qui met le dernier but d'ailleurs pour le PSG dans un angle improbable, et il bat son ancienne équipe
Flensburg, parce qu'il est allemand. C'est un beau clin d'œil. Ouais, en plus, il met le penalty à 2 minutes avant la fin du match. Enfin, ça s'appelle pas vraiment un penalty en handball. C'est un jet 7 le jet 7 mètres. Il met le jet de 7 mètres, il met le dernier but, donc c'est un petit signe sympa. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que le départ de Ludovic Fabregas fait beaucoup de mal à Montpellier. Et du coup, s'il faut positiver côté Montpellierin, on peut quand même dire que Richardson a surnagé. Il a marqué 10 buts mercredi soir, ce qui porte son total à 36 dans la compétition. C'est donc le meilleur buteur montpellierin dans la compétition. Et là, il y a Montpellier qui est en train de jouer en Lidl Star League d'ailleurs contre Évry et à 11 partout et c'est la mi-temps. Oui, et puis pour terminer, le HBC Nantes, comme on l'a dit, a fait match nul cet après-midi. Et oui, les deux équipes se sont tirées la bourre toute l'après-midi pour au final se séparer sur le score de 30 partout. Ah, on reviendra sur le HBC Nantes, mais il y a un but, Maxime. Eh oui, 2-0 pour Marseille grâce à un but de... Eh bien, ils le disent pas. Ils le disent pas. De Rami encore. Suspense. Parfait, parfait. Alors but pour Quentin, vas-y Quentin, n'hésite pas. Manchester United. Et également, Exactement, il y avait 2 buts à 1. un penalty et du coup ça revient à 2 buts à 1. 2 pénaltys là en 30 secondes. Ouais, 2 penalty, ouais. Tiens, enfin ça se débloque. Ah, ça y est, peut-être Ouais, que tu veux c'est but de Martial Qui marque. sur Martial, penalty. encore une fois. Et alors Sixième but en 5 matchs pour on Martial. laisse à United le droit à Martial de prendre les pénaltys, donc ça veut dire qu'il commence à prendre également une certaine importance. Sixième. Et c'est plutôt bien pour l'équipe Il de France revient d'avoir un bon Martial. 6ème but en 5 matchs. Voilà. Tout est dit. Non mais De tout est suite, hein, de tout- suite. Tout est dit. C'est ça. Très belle C'est stat. voilà. Il est bien en ce moment. Mais bon, on va revenir au HBC Nantes et de son match nul, Grégoire. Oui, rapidement, donc les deux équipes se sont tirées la bourre pendant 1 heure pour finalement se séparer sur une égalité 30 partout. Alors c'est un match nul, mais c'est quand même un très bon résultat comme on l'a dit, parce que c'est vrai que revenir avec un match nul de l'Ukraine, c'est toujours positif. Et donc au classement de ce groupe B, Nantes est 3ème. C'est Une donc grosse remontée sur le dernier mois, sur le mois de novembre. Ouais, là ils reviennent très fort les Nantais. Donc voilà, faut rester optimiste pour la suite et il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Et puis également hier soir, maintenant on va vous parler de rugby. L'équipe de France, c'est une nouvelle fois connu une désillusion, hein, parce que défaite 29-26 au Stade de France dans les tout derniers instants. Bah, j'ai envie de dire qu'on commence à en avoir l'habitude de l'équipe de France de rugby parce que ça fait 3 ans qu'elle est moyenne. Elle a réussi à gagner un beau match au tournoi destination l'année dernière contre l'Angleterre 22-16. On pensait que c'était reparti, mais depuis ils tiennent tête face aux meilleurs mondiaux et puis au final ils perdent 29-26. Je vais vous raconter un peu le scénario du match en quelques minutes. Attends, parce que je crois que Grégoire avait juste une question à poser. Non, ou- c'était pas une question, c'était plutôt un constat. C'est qu'avec le 15, j'ai l'impression que c'est toujours pareil, il y a du positif. Mais le problème, c'est les fins de match, quoi. Ouais, comment à ça s'est chaque passé fois- justement, À Lucas? chaque fois, c'est pareil. C'est exactement, tu me fais une belle relance Grégoire. Mais Merci de rien, beaucoup. c'est Belle cadeau. passe décisive. C'est Alors, cadeau. je vais pas vous raconter tout le match, tout le déroulé du match. Ça s'est vraiment débloqué à partir de la deuxième mi-temps avec un essai de Mathieu Bastaro, le Toulonnais, à la 41e minute. La France était menée alors 22-9. On pensait que c'était fait, qu'il restait quand même 30 minutes. On pensait que c'était faux au Stade de France, tout ça. Puis un essai de Nkosi, une transformation de Pollard, 2 pénalités. On a l'Afrique du Sud qui revient à 3 points. Et puis, 79e minute, essai pour l'Afrique du Sud. La Essai- 79e minute, quand ça se joue en 80, c'est compliqué Voilà. de revenir après. Sauf que essai refusé par la vidéo parce qu'une belle défense du défenseur France qui fait tomber le ballon. La France renvoie, récupère le ballon et est à 5 mètres à 28 secondes de la ligne de l'Afrique du Sud. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, c'est la France. On perd le ballon, Ça tombe. contre-attaque et essai de Mbonambi à la 84e minute, 80 plus 4, et transformation de Pollard. Et au final, défaite 29-6, comme d'habitude. On va finir à croire qu'ils ont pas envie de gagner en fait, les Français. Bah non, mais je pense que c'est dans la tête, c'est comme au tennis cette année avec le tennis français, alors que pourtant l'équipe Ici, est très on solide. a que des défenseurs de l'équipe de France ici Bien sûr, en je suis mode le de premier, Quentin évidemment. et Paul. Et puis non, Hugo, à part Hugo qui défend vraiment les Français, ici c'est plutôt un En tennis désastre au tennis. Ouais. Juste Absolument, mais oui. En oui, tout oui, cas, Ah, c'est compliqué depuis pas mal de temps déjà. Mais bon, on y reviendra plus la semaine prochaine parce ça commence à sentir la finale de la Coupe Davis. Hein. On y reviendra donc la semaine prochaine. Soyez avec nous dimanche prochain 18h-20h pour parler de Coupe Davis. Mais non, on revient sur les Bleus hein, et les Coqs hein, qui n'arrivent toujours pas donc à s'imposer. et c'est dommage parce qu'il y a une belle équipe. Voilà, il y a Guillaume Garado qui est un des meilleurs talonneurs du monde. On a Teddy Thomas qui est Teddy Thomas, c'est un joueur du Red Star. Teddy Thomas, l'ailier du Racing qui est très bon. On a Baptiste Vin qui tape 5 coups de pied hier, c'est intéressant. Maintenant, il y a un beau programme pour l'équipe de France. C'était le premier match d'une série de 3 de la tournée de novembre. Ils affronteront le 17 novembre prochain au stade Pierre-Mauroy de Lille, l'Argentine, et finiront cette tournée le 24 novembre face aux Fidji. A noter que le début du tour de destination, c'est le 1er février, un France-Pays de Galles au Stade de France. Et Grégoire, du coup, c'est quoi les attentes là, des supporters par rapport à ce 15 de France? Mais je pense, c'est de la concentration, quoi. C'est des détails, mais
il faut les régler parce que c'est récurrent. Ça me fait penser cette fin de match-là. Elle me fait penser, c'était contre l'Irlande. Dernière Drop de Johnny voilà, Sexton. le drop. Et personne monte sur le, C'est sur ça. le, sur le gars qui drop en plus. C'est Après, c'est que compliqué. le match, il faut le jouer jusqu'au bout. C'est toujours pareil. Donc voilà. Drop, on perd le match. Là, pareil, il y a du relâchement contre l'Afrique du Sud. Je pense qu'il manque pas grand-chose. Faut rester optimiste, hein, mais il manque pas grand-chose. Mais va falloir. Il faut régler ces petits détails, quoi. Ça fait 1 an et demi que la 15 de France n'a pas gagné 2 matchs de suite. Donc c'est quand même inquiétant. Mais pourtant, le niveau du rugby français est pas si mauvais. Tu penses parce que tu parles du top 14. Sauf que tu regardes le top 14, le championnat de France, plus de 60% des équipes sont étrangères. Tu regardes Montpellier, qui est une des meilleures équipes du top 14, pardon. T'as 9 Sud-Africains dans le 15 de départ. T'as 3 Français. Mais du coup, qu'est-ce qu'il faudrait changer selon toi La pour, formation. La formation. Donc ça serait en gros faire un Clairefontaine niveau rugby quoi. Il y en a, il y a Marcoussis. C'est pas un problème. Ah, mais c'est un travail de long terme alors dans Sauf ce cas-là. que Il y a tellement. Je pense que le top 14, c'est le championnat européen avec le plus d'argent. En Europe. Hein, Mais pas- en fait c'est la première ligue du rugby. C'est Non, ça, mais c'est ça. Après, je Mais c'est m'immisce très compliqué. je m'immisce un peu Vas-y, Quentin. au débat alors que je suis pas très rugby, mais comme disait Rior, ça se joue vraiment à des détails. En fait, là, au final, de ce que j'ai compris, ils ont quand même une Oui. bonne équipe. Ça reste à chaque fois, si ça se joue à la fin, Oui, c'est de la mais ça fait concentration. 2 ans que c'est des détails. Si tu gagnes pas depuis 2 ans, c'est plus des détails. Mais ça va mieux, non, parce que il y a une période où il y a 1 an, c'était vraiment compliqué pour le 15 de France. Ils avaient vraiment pas vraiment d'équipe là. Apparemment, les joueurs commencent à être bons. Il y a quelque chose qui se passe, mais c'est toujours en fin de match que Non, ça mais le pêche. problème, c'est ça, c'est qu'au bout d'un moment, se trouver des excuses et dire que c'est que des détails, ça devient pas que des détails, c'est qu'il y a vraiment un problème, soit de concentration, comme a dit Grégoire tout à l'heure, ou soit de complexe d'infériorité face aux autres. Et j'ai pas d'expression, c'est pas assez vulgaire, mais se faire un peu caca dessus en fin de match. Ouais, avoir peur Voilà. des adversaires, Voilà, avoir peur de et- la défaite en fait. Et c'est un gros problème. Et je vais juste revenir sur les résultats un peu de la semaine des autres équipes. Ouais, parce qu'il y avait un petit Angleterre, me semble-t-il, Nouvelle-Zélande. Angleterre-Nouvelle-Zélande hier. Ah, non. Victoire, je crois, de Nouvelle-Zélande encore une Ouais, fois. alors 16-15, mais l'Angleterre menait à la mi-temps 15-10 et ils ont mis un petit 6-0. Petit 6-0 des familles à l'Angleterre, mais un match très solide des Anglais que la France a battu, il faut le rappeler, il y a quelques mois, il y a 10 mois à peu près dans le tournoi à destination. Donc comme quoi la France peut faire de vraies performances, c'est juste de la constance, c'est le plus important dans le sport. Très bien. Et au niveau des autres résultats, est-ce qu'on a d'autres résultats que la Alors, Nouvelle-Zélande, Angleterre? Oui, ouais, il y a l'Italie qui a battu la Géorgie 28-17, il y a le Portugal qui s'est incliné face à la Roumanie 36. Le Portugal joue Eh au oui. rugby également. Et ils ont 36. mis 6 points, s'il vous plaît. 3 points en première mi-temps, 3 points en deuxième mi-temps, c'est sympa hein. Et l'Écosse qui bat le Fidji qui sera le 3e adversaire de la France, l'Écosse les bat 54-17, donc attention à la France, ils ne gagnent pas ce match, surtout au Stade de France. Le Pays de Galles qui bat l'Australie, très belle performance même si c'est sur un petit score de 9-6. Et enfin les États-Unis qui battent le Samoa, comme quoi les Samoa qui est une belle équipe, les États-Unis commencent à Les se mettre États-Unis. vraiment au rugby. Ouais, mais C'est très est-ce que les États-Unis peuvent pas faire un peu comme au foot hein? On a l'impression que ça va monter d'un coup, puis au final ça stagne. Après, ils ont un bon joueur qui joue au Stade français, Scott Lavala, qui est un deuxième ligne, qui ne joue pas beaucoup, mais qui est dans l'effectif. C'est le capitaine. Ils ont 2-3 ailiers assez rapides qui viennent des îles un peu autour, qui viennent de Samoa, de Fidji. Donc, c'est beaucoup de nationalisés, pardon. Mais ça sera une équipe qui fera la Coupe du Monde et qui sera dans les avant-derniers de chaque groupe, mais qui va faire son petit coup d'éclat, un peu à l'image des équipes japonaises, mais qui va pas forcément bouleverser la hiérarchie mondiale. Bon, messieurs, on va tout de suite passer. Maxime, il est en train de se passer les choses parce qu'on arrive sur la fin des matchs en Ligue 1 entre Marseille et Dijon et puis Rennes et Nantes. Non, bah écoutez, ça ne bouge toujours pas. Hein. Marseille toujours 2-0 contre Dijon et toujours match nul entre Rennes et Nantes. Et du côté anglais, les deux Manchester, on l'a dit déjà, s'affrontent et puis c'est tendu. Il y a beaucoup de buts dans ce match. Ouais, mais après toujours pareil. Hein. Après le but de Martial sur penalty, on en reste là. Manchester City qui gagne toujours, qui pour l'instant gagne 2-1 contre Manchester United. On est à la 66e. Il peut y avoir un retour. Il peut y avoir un tour pareil pour l'autre match qui se passe en même temps Arsenal. contre Arsenal qui perd toujours 1-0 contre Wolverhampton. À voir. Il reste encore 20 minutes et on sait qu'avec les matchs de Première Ligue, il peut tout se passer n'importe quoi en 5 minutes. Et le Roi Sané vient de faire son entrée en plus, donc ça va y avoir de la vitesse là. En tout Et cas, on puis espère. du côté du basket, ça donne quoi Chalon contre Dijon? Eh bien écoutez, pour l'instant, c'est Chalon qui se démarque puisqu'il y a 32-25. À noter que Chalon a failli descendre en Pro B l'année dernière. C'est ça, et qui est en train de Il y a 2 ans, se ils faire étaient une vraie champions, place cette et- saison en Jeep Elite. C'est très intéressant pour Chalon, une belle équipe. Bon, messieurs, on se retrouve avec Paul Biloquet juste après, qui va nous faire sa chronique sur tout ce qui se passe au niveau du sport français en général. Et puis on reviendra également sur les propos de Claude Nesta sur les JO 2024. Ça, c'est juste après l'Hexagone de Monsieur Renaud.
C'était Renault et son titre l'Hexagone. Donc, juste avant de retrouver Paul Buloquet, Maxime, ça c'est terminé en Ligue 1. Ouais, c'est terminé en Ligue 1 et sur le même score puisque Marseille s'est imposé face à Dijon 2-0 et Rennes et Nantes se sont quittés sur un match nul 1 partout. Et puis on a la réaction d'Éric Bédouet, le coach de Bordeaux, suite à ce match nul 0-0 contre Caen. On a eu beaucoup d'occasions, 8 franches dans lesquelles on pouvait faire quelque chose. On se souvient d'ailleurs de la dernière, on l'a vu ensemble, messieurs, où il y a un face-à-face entre l'attaquant bordelais et le gardien de Caen, et puis c'est complètement écroulé l'attaquant de Bordeaux. Ouais, le but était promis aux Girondins et Samba qui sort un arrêt pour une fois dans sa vie. Donc on en parlera juste après du coup, voilà. Juste après la prochaine pub. Mais on sent quand même un peu l'esprit girondin. Hein. Non, mais c'est dommage que Bordeaux n'ait pas gagné de match depuis très longtemps en Ligue 1. Et puis pour continuer avec Éric Bédouet, du coup, l'équipe doute un petit peu. Les matchs qui vont arriver vont être difficiles, mais dans un cas comme ça, il faut positiver. C'est comptablement que l'on n'est pas content. Tant qu'on ne marque pas, on ne peut pas espérer grappiller des points. Les joueurs essayent de faire des choses, de provoquer, mais ont du mal à tuer un match dans le secteur offensif. Et qu'est-ce qui est positif dans ce discours ? Eh ben écoute, moi je te donne. Non mais vu qu'il demande de positiver, moi je te donne juste. raison en vrai. Je te donne juste. Oui, ce que il a raison, mais quand il dit qu'il faut positiver, c'est quand même. Messieurs, le débat sera tout à l'heure. Le débat, Lucas, le débat sera tout à l'heure entre vos amis girondins et puis les autres. Hein. On va commencer d'abord parce que Paul Biloquet est présent. Bonjour Paul. Bonjour à tous. Et c'est l'heure un peu de rigoler quand même avant là. Vous avez c'est ça, ils sont déjà en train de s'embrouiller. s'embrouiller. Et puis en plus, on va parler de Claude Onesta juste après avec toi Hugo. Ça va pas être non plus une partie de plaisir. Donc du coup, Paul, fais nourrir un peu. Et puis le fiasco de la semaine, on en parle tout de suite. Il est pour les clubs français en Coupe d'Europe. Pas de victoire ni en Ligue des Champions ni en Ligue Europa pour changer. Match nul du PSG, match nul de Lyon. Bon, Monaco, je vous laisse deviner, mais ça rime avec 4-0. Marseille, défaite. Rennes, défaite. Et Bordeaux, match nul. Je crois que là, on pouvait pas faire mieux pour présenter la Ligue 1. Vous vous souvenez quand Marseille avait fait un 0 pointé en Ligue des Champions il y a 5 ans, tout le monde s'était dit, bon, là, on pourra pas faire pire. Et si, impossible n'est pas marseillais. 1 point en Ligue Europa, c'est pas mal non plus. Hein. Les mecs, ils ont un club Chypre dans leur groupe qui s'appelle Limassol. Tout est dit dans le nom. Ce sont littéralement des limaces au sol. À Chypre, normalement, le foot, c'est un concept. C'est un peu comme une victoire de notre ami Grégoire à FIFA. T'en as déjà entendu parler, mais tu l'as jamais vu. Et ben, tu peux pas te défendre, ton micro est coupé, Grégoire. Tu te défendras après. Et ben, même contre Limassol, les Marseillais n'ont pas réussi à gagner. Bon, pour Paris, c'est différent. Ils gagnent, mais ils gagnent pas, mais il y a une explication. Tout est une question de contrat. Les joueurs, ils ont dû se regarder en se disant, mais on n'a pas de prime pour une victoire à Naples, les mecs. Pas besoin de gagner ce soir. T'inquiète, frère, bats les couilles de la victoire. Je vais aller sourire aux supporters à la fin. Demain, je m'achète une nouvelle voiture. On n'est pas venu à Paris pour jouer au foot, merde. Et puis pour Lyon, encore mieux, les mecs, c'est des magiciens. Houdini, il faisait disparaître des lapins dans sa baguette. Et bien à Lyon, ils font disparaître les victoires avec leurs pieds. Attends, mais c'est incroyable. C'est incroyable leur tour. Et en plus, il se rajoute des difficultés, les gars. Bienvenue pour la grande illusion des Lyonnais sous vos yeux, avec une avance au score de 2 buts et avec un joueur de plus sur le terrain. Ces génies français vont réussir à ne pas gagner. Avec à la baguette ce soir, Bruno Genesio. Et puis cette semaine aussi, il y a eu le Master de Next Gen dont on parlait tout à l'heure avec Quentin et Hugo. Une énorme performance à agiter le tournoi, Paul. Une énorme polémique. C'est un scandale aussi fort que la sélection de Mamadou Sakho en équipe de France. Cette semaine, les meilleurs jeunes de moins de 22 ans étaient réunis pour leur Master de fin d'année. Un tournoi qui sert de crash test pour l'ATP qui cherche à changer certaines règles du tennis. Cette année, la nouveauté, c'est la gestion de la serviette par les joueurs eux-mêmes. Oui, vous avez bien entendu, fini les ramasseurs de balles qui suivaient les joueurs jusqu'à leur chaise en tenant leur serviette pleine de sueur, chose que mon chien fait aussi par ailleurs, sauf que là c'est de la bave des joueurs qui est sur la serviette, pas celle du ramasseur. Bref, donc cette nouveauté, les grands ados du tennis n'ont pas apprécié. Andrei Roublev, demi-finaliste, a ainsi déclaré: il y a eu un moment où j'ai oublié ma serviette et après m'être assis, j'ai dû me relever pour aller la chercher. Ça me fait de la peine, Clément. Si vous savez, le pauvre, il a dû se relever. Vous vous rendez compte? Et marcher en plus, le pauvre. Il n'a pas eu le choix. Qu'aurait-il faire pendant sans sa serviette pendant 1 minute 30? Putain, mais personne ne devrait avoir dit ça sur Terre, bordel. Force à toi, Andrei. Tu vas t'en remettre. Donc voilà. Pardon. Moi, je propose un truc pour que les joueurs Moi, je propose un truc pour que les joueurs n'aient plus à oublier leur serviette, leur si précieuse serviette à chaque pause. Pourquoi ne pas lancer un... Et fini les problèmes. Bon, et Paul, pour terminer, parce que je pense qu'on arrive à la fin de cette première chronique, on retourne au foot avec un incident survenu hier lors de Valenciennes-Lens. Effectivement, Clément, et ce n'est pas le fait qu'ils aient réussi à avoir moins de spectateurs qu'à Louis II, non,
car il y a dans le Nord, il y a non. Oh, je crois que la prochaine fois on va écrire la chronique en plus gros parce qu'elle a l'air un peu trop petite pour lui. Je disais donc qu'il n'y a que dans le Nord qu'il peut y avoir ce genre d'incident. Un supporter lensois est sorti sur civière après avoir été blessé à la tête. Comment, me direz-vous? Eh bien, c'est un supporter lensois qui lui a lancé un siège du stade dans la figure. J'imagine la scène. Hier, j'ai baisé ta mère. Mais qu'est-ce que tu racontes, frérot? C'est ta mère? De quoi tu parles? Mais ta gueule, fils de Marouel. J'ai aussi baisé ta sœur. Ah non, je t'interdis de parler de ma femme comme ça. Enfin bref, vous imaginez quoi. Bon, c'était sévère. Paul, il a été à 100% sur la fin. Paul, on va plus avoir le droit d'aller sur Dynamique Radio après tout ce que vous nous dites là. Mais qu'est-ce que vous faites? Les gars, c'est de la radio, hein. Écoutez des chroniques, vous allez voir. C'est ça, à la radio. Frapper à ta porte, mon gars. Attention, le CSA va directement venir te voir, Paul Biloquet. Attention à toi. Bah, on est du CSA. Hein. On va être TPMP version radio. Bon, Moi, je crois que Greg doit réagir à. Ouais, parce que Greg, il paraît que tu gagnes jamais à FIFA alors. Ça, c'est une légende. Il m'a jugé sur un match. Voilà, je voulais juste te remettre un petit peu. Un fameux 7-0. L'église. Bon, arrête. Et je te joue quand tu veux, mon petit Polo. Bon, en tout cas, c'est le calendrier, c'est fait. Là, je suis désolé, je suis encore sous le choc des dernières vannes de Paul. On te comprend. On aurait dû zapper le Valenciennes Lens, ça aurait été pas mal. La roue libre, en roue libre. Moi, j'aime bien. Je suis désolé, je vous le dis, moi, j'aime bien. Bon, on va essayer de parler d'un truc un peu moins drôle, messieurs. Je vais essayer de me reconcentrer. Claude Onesta, hein, les JO 2020. Hugo, tu vas pouvoir en parler du coup, parce que je crois qu'il est pas content après Laura Flessel. Oui, alors Alors là, Claude Onesta, il est un peu plus mesuré dans ses mots quand même. Alors, donc Claude Onesta, qui est chargé de la haute performance du sport français, a annoncé qu'il ne croyait pas en l'objectif des 80 médailles voulues par Laura Flessel pour les JO de 2024. Il trouve cet objectif un peu démesuré au vu du niveau actuel du sport français. Du coup, je voulais voir avec vous en plateau, est-ce que pour vous, l'équipe de France aux Jeux Olympiques de Paris 2024, est-ce qu'ils peuvent avoir les 80 médailles demandées par Flessel, sachant que aux JO de 2016 à Rio, ils avaient eu 42 médailles au total. Bah, je commence. Ouais, vas-y, Lucas, je t'en prie. Donc c'est 80 médailles, c'est ça? 80 médailles. Objectif C'est 80 médailles pour Laura l'objectif, Flessel. 8 ans après, elle veut le double de médailles. C'est ce qu'elle demande. Ouais. 4 ans après. Non, 8 ans. Non, elle 8 ans, demande ça pour 2024. Elle demande ça pour Paris 2024. Ah, je crois que c'était pour déjà le. 42 médailles à Rio en 2016. Du coup, je demandais, est-ce que pour vous, ça paraît pas un peu démesuré? Moi, personnellement, si, je trouve ça un peu excessif comme. Un peu excessif. Non, mais je trouve ça C'est démesuré. totalement excessif, oui. Donc elle pense que le sport français en 8 ans va totalement évoluer et doubler son nombre de médailles. Bah, déjà qu'elle me dise dans quel sport, où elle veut les améliorations, parce que déjà la France en athlétisme a fait son record récemment avec 4 médailles. Je crois qu'ils sont en train d'essayer de mettre la pétanque. Oui, bah la pétanque peut-être, ça fera une médaille de plus. Mais si elle en veut 38 de plus, je pense que la madame ex-ministre des Sports, parce que j'en dis c'est Roxana Maracineanu. Bravo messieurs, qu'est-ce que vous êtes bons. Non mais l'ex-Gep, elle veut plus de médailles, qu'elle revienne à la compétition et peut-être qu'elle pourra en amener une de plus. Non mais en soi, c'est bien de le dire, mais qu'elle n'annonce pas un chiffre sans dire sur quel sport elle veut les améliorations. 8 ans c'est long mais c'est court à la fois. On voit que Teddy Riner, voilà, il sera même pas sûr que Teddy Riner ramène une, il aura 36 ans. 2024. Il aura 36 ans donc. Alors en soi, où est-ce que les Bleus, selon vous, pourraient aller chercher plus de médailles? Parce que quand même la question est là. L'escrime, on gagne plutôt quand même pas mal de médailles. Natation, c'est ça. Alors aller chercher en natation, mais comment aller chercher en natation? Parce qu'ils sont en train de devenir monstrueux les Américains par exemple. Le cyclisme sur piste. Bah ça dépend parce que si ça finit au peloton, on sait très bien que ça sera pas un Français. Le problème c'est que là ce sera dans 6 ans, on voit pas trop dans 6 ans quels sportifs représenteront la France non plus dans les JO, donc c'est impossible de juger. C'est ça en fait, c'est tellement dur de juger et puis même au niveau des jeunes, on voit pas forcément d'amélioration et de victoire du côté des jeunes Français. En fait, ça ressemble plus à une campagne de promo Paris 2024 qu'à de vrais objectifs. Je pense que c'est plus ça de toute façon. C'est loin, bah oui. C'est plus parce que t'as quand même 2020, histoire de mettre des objectifs assez élevés, mais de toute façon, elle sait très bien qu'ils attendront pas 80 médailles, c'est pas possible. Il suffit qu'il y ait un prodige dans n'importe quel domaine qui ait 18 ans au moment des JO, à l'heure actuelle il a 12 ans. Enfin, il est inconnu, forcément, on le connaît pas. Même quelqu'un qui a 20 ans, il a 14 ans. Forcément, on n'en a pas entendu parler, etc. Et même pour les autres pays. Déjà, les 42 médailles obtenues à Rio, je trouve déjà ça énorme. Très beau. Comme déjà bien. C'était déjà un bon bilan de médailles. On est quand même seulement 65 millions d'habitants, 40 médailles, c'est énorme quand on regarde par exemple les États-Unis par rapport au nombre de personnes qui habitent la France, c'est exceptionnel le nombre de médailles que peuvent avoir les Bleus. Après oui, si tu compares ça aux États-Unis, c'est sûr, ils ont pas la même culture de sport. Mais il faut le comparer parce qu'il y a une plus grosse culture du sport aux États-Unis qu'en France. On peut pas comparer avec le nombre d'habitants parce que c'est par rapport au sport qui est développé, parce que sinon tous les sports qui ont énormément d'habitants, ils seraient fort dans tous les sports, alors que c'est pas du tout le cas. C'est par rapport à comment le sport est développé dans chaque pays. Non mais par exemple, tu me parles des États-Unis, eux ils ont pris au moins 12 médailles au dernier JO sur la gymnastique.
La France, elle en a pris une, je crois, une d'argent. Eux, ils en ont pris 12 avec Simon Biles qui a tout explosé. Donc oui, ils ont eu beaucoup plus de médailles, mais c'est eux, ils sont bons partout. Ils n'ont pas un sport, ils ne sont pas représentés, que ce soit sport d'été, sport d'hiver. Même au football, maintenant, même au soccer, ils sont bons. Donc on peut pas forcément comparer. Ils ont une culture du sport qui est différente. Et ils ont aussi les moyens humains. Ils ont plus de... Et c'était Nathalie Yanetta qui en parlait justement juste après la victoire des Bleus à la Coupe du Monde 2018, qui disait justement que cette culture du sport, aujourd'hui on se dit un pays plus intellectuel que sportif, et donc du coup quand son enfant va faire du sport, on s'attend juste à voilà, il fait ça pour s'amuser, mais derrière on veut qu'il préfère les métiers intellectuels. Mais justement, est-ce qu'on serait pas en train de changer de philosophie, et c'est ce qu'essaye de faire le Laura Flessel pour l'emmener justement vers les JO 2024 et même plus tard? Vas-y Grégoire. Non, je pense qu'on est quand même un pays de sport, c'est sûr. Mais intellectuellement ou pas, non. Moi, je pense qu'on est une grande nation du sport. Moi, à Rio, le bilan, je le trouvais plutôt positif, franchement. Je suis d'accord. Mais ce qui me chiffonne un peu, c'est doubler le nombre de médailles en 2024. Je vous dis, il n'y a rien de concret. C'est ça, en fait. En fait, faudrait apporter où est-ce que tu vas les chercher. C'est ça, c'est comment faire pour aller chercher. C'est natation, c'est dans quelle discipline, avec qui. Faut se donner les moyens, parce que là on parle quand même de 80 médailles. C'est pas en prendre faire un peu mieux, voire je sais pas, 80 c'est énorme. Faut du concret quoi. Après, si cette déclaration elle amène des jeunes à aller dans des sports méconnus comme je sais pas comme où il y a moins de licenciés, si ça amène les jeunes à aller faire ces sports et à devenir bons, et dans ce cas-là pourquoi pas. Mais si c'est juste le but de rappeler aux gens que en 2024 qu'à Paris on le sait, pas besoin de nous le rappeler en mettant des objectifs pharaoniques. Mais voilà, c'est juste, on réagit juste à Claude Onesta qui dit justement, on va se planter en 2020. Concrètement, c'est ce qu'il dit. Justement, il dit que vu qu'on se projette un peu trop sur Paris 2024, il dit que ce sera très compliqué pour la France d'être performante à Tokyo en 2020. Après, Claude Onesta, il a fait des merveilles avec l'équipe de France de handball. Je dis pas le contraire. Mais il n'a pas non plus l'expertise nécessaire pour juger. Non, c'est vrai, c'est tous les sports. Je suis d'accord avec toi. Mais après, c'est le rôle qu'on lui donne. C'est le rôle qu'on lui donne. Performance du sport français. C'est ça. Donc à un moment donné, il faut bien qu'il donne son avis aussi. Oui, Guillaume, t'es pas d'accord avec ça. Grégoire, pardon. Je suis pas tout à fait d'accord parce que quand t'es sportif de haut niveau, tu prends les étapes après les étapes. C'est vrai que quand t'es un sportif et que t'es français qui plus est, forcément t'as ta 2024. Mais quand t'as des échéances, elle te permet aussi de préparer. Tu l'as dans la tête quand on a rencontré Teddy Riner. Teddy Riner, la première chose qu'il a dit, c'est je veux le gagner au Japon. C'est pour ça que je vois pas, aucun sportif français te dira, moi au Japon, je m'en fous, c'est 2024. C'est les Jeux Olympiques. Tu te jauges aussi là, voilà, c'est ça. Moi, je pense que quand t'es français et que t'as les JO de 2024 qui arrivent, t'as plus envie de gagner une médaille d'or en 2024 à Paris qu'à Tokyo. Oui, mais dans ce cas-là, tu veux quand même être bon. Au Japon. Ou alors surtout que si tu la gagnes en 2020 à Tokyo, par rapport à tes adversaires, t'arrives en 2024, t'es chez toi, t'as déjà. Tu t'en sers de tremplin. Ou alors tu dis que 2020 est comme un tremplin pour Paris 2024, mais tu dis pas que 2024 est le vrai objectif parce qu'il y a quand même 2020 avant. Et ou alors tu le dis après. Tu le dis après. S'il y a vraiment 80 médailles, si tu penses qu'il faut avoir 80 médailles en 2024, et bah tu le dis après 2020. Bon là, on a fait 60 médailles et c'est parce que là si on fait 15 médailles. Non mais oui, c'est ça. C'est si la France fait 25 médailles personnelles que tu te fixes, ça dépend aussi de l'âge que tu as quand t'es sportif. Un sportif de 24 ans aura peut-être plus d'objectifs à Paris qu'à Tokyo. Un sportif qui a 30 ans comme Teddy Riner, en revanche, je pense qu'il mise plus sur Tokyo que sur Paris. Maintenant, je trouve aussi que c'est mettre la pression sur les futurs dirigeants. Dans 8 ans, peut-être que Claude Onesta ne sera pas plus responsable de l'autre performance. Donc il aura fait une déclaration, enfin du coup c'est Laura Flessel aura fait une déclaration. Donc ça va être les prochains responsables qui vont devoir porter cette déclaration et c'est assez compliqué. Ouais, dernière parole pour toi Grégoire, après on va repasser avec les résultats de l'après-midi. Non, j'ai rien d'autre à ajouter là-dessus. C'est vrai qu'Onesta, il a fait des choses énormes, mais il faut du concret pour avancer. Et je pense que chaque Olympiade est prise au sérieux par tous les sportifs. Voilà, c'est une étape. Et il faudra pas la rater, c'est comme ça. Et puis pour terminer, messieurs, juste avant de passer, but Maxime, un but en Angleterre. Eh oui, 3-1 maintenant pour Manchester City. Ça y est, c'est la débandade, comme on dit. Et but de Gundogan. Et puis cette fois je vais te laisser le petit bed derrière toi parce que tu vas nous rappeler le classement de Ligue 1 après justement cette victoire de Marseille et ce match nul entre Nanterre et Nouançon. C'est 4 équipes, Marseille, Dijon, Rennes et Nantes. Alors Marseille lui pour sa part est 6ème. Nantes a fait une bonne opération puisque du coup il est passé 10ème. Donc il est resté 10ème. Il est resté 10ème mais il passe devant Bordeaux du coup, donc très bonne opération. Et ensuite on peut aussi parler de Lille et Strasbourg qui a eu vendredi. Oui. Où voilà, Lille est 2ème, Strasbourg grâce à la 8ème. défaite de Montpellier hier soir contre Angers.
Exactement. Et pour sa part, Montpellier, lui, est 3ème. Et Angers est toujours 13ème. Et en parlant de football, bien sûr, vous le savez, l'équipe de France, on connaît la liste des 23 donnée par Didier Deschamps. On y revient juste après Ninho, La Vie quand même. C'était Ninho avec sa nouvelle chanson La Vie quand même. En tout cas, ça fait plaisir à Quentin apparemment de voir ce genre de musique. Hein. On adore. On adore. Nino. Mais on adore surtout l'équipe de France de football championne du monde en 2018. Et oui, un meilleur résultat que le Portugal, alors que Maxime il est en train de me faire signe, il est en train de me pointer du doigt. Maxime, que se passe-t-il? Ah ben oui, parce qu'Arsenal a égalisé. Mais oui, pendant la chanson de Ninho. Ah oui, exactement. Putain, on a loupé ça quand même. Enfin, nous non, mais les auditeurs oui. Donc égalisation d'Arsenal Un par partout contre Wolverhampton. Monsieur Et qui marque? Mkhitaryan, bien sûr. Sur un centre rentrant. Exactement. Magnifique. Que personne ne touche. Que personne ne touche. Égalisation. Très bien pour Arsenal. Égalisation, comme on l'a dit. Et donc les 23 bleus, je vais juste vous les rappeler, messieurs, parce qu'on va parler de certains joueurs. Je sais que ça va faire débat, parce qu'on a des grands fanatiques de Benzema ici. On va bien sûr en reparler. On garde dans les cages Areola, Loris, Mandanda, ça ne change pas. Digne est toujours présent. Kimpembe, Mendy, Pavard, Rami, Sako, Sidibé et Varane pour les défenseurs. Au niveau des milieux de terrain, Kanté, Matuidi, Ndombele, Nzonzi, Pogba. Pas de surprise. Et puis au niveau des attaquants, Dembélé, Fekir, Giroud, Griezmann, Martial qui fait son grand retour, on en reparlera, Mbappé, Thauvin. Messieurs, déjà, pour vous, quel est le joueur que vous attendez le plus cette fois? Ça sera contre les Pays-Bas et contre l'Uruguay. Vas-y, Grégoire. Martial qui est en grande forme avec les Reds. Les Red Devils Manchester United. Ouais, voilà, il est en grande forme. J'ai hâte, on lui laisse sa chance. Donc j'espère qu'il va la saisir parce que quand il avait été la dernière fois, il n'avait pas été à son meilleur niveau. Là, il revient bien. Donc voilà, faut qu'il saisisse sa chance et voilà, c'est vraiment lui que j'attends. Ouais, vas-y Lucas, à toi. Moi, si, c'est il plus, y a vraiment un joueur que. Moi, c'est plus Prenel Kimpembe dans le sens où il va sans doute être titulaire vu qu'il y a Varane, Sako et Rami. Donc je pense que dans la logique des choses, il sera titulaire avec Raphaël Varane en défense centrale. On sait qu'il a. Peut-être qu'il va faire un bon match avec les Bleus. Bah, ça fait 2 mois qu'il est en difficulté, que ce soit avec le PSG avec les Bleus. Donc il revient d'une grosse suspension là, avec son tac contre Lyon. Donc ça peut peut-être le relancer. Il a fait une belle rentrée à Naples, même si c'est que 10 minutes. Il a fait une bonne rentrée, pas d'erreur, 2-3 interventions solides. Donc moi je l'attends, Kim. Mister Kim. Et toi, du coup, Hugo, tu restes sur Kimpembe, Martial? Non, ou... moi j'aimerais bien voir Ndombele. Voir un peu ce qu'il peut donner Alors, entre la question justement, on y reviendra juste après sur Ndombele parce qu'il vient de se faire sortir 2 fois par Bruno Genesio assez tôt dans le match. Et hier il a très mal réagi en plus à sa Justement, sortie. on va en parler. Quentin, pour toi, du coup, quel est le joueur que tu attends le plus de cette liste de 23? Hugo Lloris. Non, mais ça va dépendre de ce que fait Didier Deschamps en fait. Ça va dépendre du plan de jeu et de qui il met. Moi j'aime beaucoup Anthony Martial. Donc après, est-ce que vraiment Anthony Martial peut postuler à une place de titulaire à long terme? Je sais pas. J'ai l'impression qu'avec Didier Deschamps, il n'y a pas trop de façon de moyen de changer les choses. Donc je sais pas trop. J'aime comme Lucas, hein, j'adore Kimpembe. Mais cette année il est en difficulté. Mais je sais pas s'il va le faire jouer. Je sais pas. Et donc du coup on revient sur Tanguy Ndombele. Il y a 2 semaines, le match de Lyon, j'ai perdu, c'était contre Bordeaux. La semaine dernière, contre Bordeaux, il sort à la 45e minute. Et hier, contre Angers, il sort à la 60e minute à peu près. Ouais. C'est ça? Contre Guingamp hier. Contre Guingamp, pardon, j'ai dit Angers. C'est qu'Angers a battu Montpellier hier. Montpellier aujourd'hui est supérieur à Lyon, en tout cas au terme du classement. Bien entendu, c'est pour ça que je me suis trompé tout simplement. Et pourquoi Ndombele, du coup, il est vraiment pas satisfait? Mais pourquoi c'est lui qui prend pour toute l'équipe un peu? Je sais pas, il y avait même eu un tweet d'Olas justifiant cette sortie de Ndombele. Je trouve ça un peu sévère envers lui parce que pour moi c'est l'un des meilleurs Lyonnais depuis ce début de saison. Je le trouve très très bon, c'est d'ailleurs pour ça qu'il a appelé en équipe de France. Et ouais, je sais pas pourquoi Genesio le sort. Et alors hier ça leur a profité puis ils ont gagné 4-2 contre Guingamp, mais je trouve ça un peu dommage de se priver d'un tel joueur tout au long d'un match. Oui, Lucas. Ndombele il surfe depuis son match contre City quand il gagne 2-1 à City Lyon. Mais depuis il est sur la pente descendante hein. Les 2 derniers matchs où il sort, moi j'ai regardé tous les matchs de Lyon ces derniers temps, même contre Hoffenheim, il perd beaucoup de ballons dans les 30 mètres. C'est Pogba le mec, il ressort en dribblant tout le temps. Il fait pas une passe. Il a un gros volume de jeu et des fois il s'oublie. Attendez messieurs, on s'entend pas. J'ai regardé du coup le match Guingamp-Lyon et sa sortie, moi je la trouve logique. C'est pas le Ndombele qu'on a déjà vu. Là en vrai, honnêtement. Donc le Ndombele de fin de saison l'année dernière et du début de saison là pour toi n'est pas le même qu'en ce moment. Que celui des 2-3 derniers matchs, pas du tout non. Dans la remontée de balle, ce qu'on attend de lui, il y avait trop de déchets. Il y en a un qui est en train de faire le moon à côté de toi qui va absolument prendre le micro. Non mais moi je trouve que Ndombele en fait non mais c'est pas l'acharnement mais
je trouve ça dommage de le sortir parce qu'en fait, finalement, c'est le jeu de Lyon qui en pâtit. Le jeu de Lyon actuellement n'est pas. Excuse-moi tout mais à Guingamp non, parce qu'ils étaient en train de perdre et il est sorti, ils ont gagné. Donc non, tu peux pas dire qu'ils en pâtissent. Ils gagnent grâce à des joueurs individuels comme Depay et comme Depay Aouar. qui met un énorme but, il y a un énorme coup franc. D'ailleurs, il y a Johnson qui ne peut absolument rien faire. Peut-être que la sortie d'Ndombele a permis à Depay d'avoir plus le ballon dans les pieds aussi. Tu vois, c'est aussi ça qui permet à Depay de porter plus le ballon et à être lui le joueur créatif. Non, parce qu'Ndombele joue plus bas qu'Aouar sur le terrain, donc je vois pas en quoi ça priverait Depay de ballon si Ndombele est sur le terrain. Parce que je sais pas, mais Depay avait beaucoup plus redescendu. Il était axial, mais il redescendait toujours dans les 30 mètres à l'image parce qu'il jouait à Nicolas Anelka faisait. Attendez, messieurs, un par un. À l'image de ce qu'Anelka faisait beaucoup avant en équipe de France, beaucoup décroché. Bah là, lui, il faisait la même chose, il portait le ballon et il était créateur en deuxième mi-temps. Et c'est pour moi ça qui a permis à Lyon de gagner, même si on sait que Guingamp, c'est pas non plus l'équipe la plus forte de la Ligue 1. Et n'en déplaise à Grégoire, je sais que t'es un grand fan. Il y avait du contenu. Mais voilà, ça allait mieux. Juste voilà, pour recentrer le débat, Ndombele, il mérite ses 2 dernières sorties. Donc du coup, est-ce que c'est pas surprenant de le voir dans sa... il y a plein de monde au milieu de terrain. On a des joueurs quand même beaucoup. Tu sais, c'est quand même un joueur exceptionnel. Tu peux pas non plus tout de suite le... c'est pas parce qu'il est moins bien en ce moment. Non mais qu'est-ce qu'il fait? Parce que selon Deschamps, si on écoute Deschamps depuis le début qu'il est en équipe de France, Deschamps il veut que les mecs soient performants sur les 3-4 derniers matchs avant d'être pris. Et là il prend Ndombele qui n'est, selon vous, donc pas performant. Non mais c'est... Vas-y Quentin, si tu voulais réagir après Grégoire. Non mais il l'a pris une fois, il peut pas directement la sélection d'après le remettre au placard, c'est pas possible. Forcément il dialogue avec ses joueurs, etc. Il peut pas tout de suite les punir. Là il va voir et puis ça a rien à voir. Hein. Tu peux être mauvais avec Lyon et très bien t'adapter en équipe de France et très bien jouer. Il prend pas beaucoup de risques. Il a quand même Matuidi, il a Kanté, Pogba qui vont jouer. Il prend pas beaucoup de risques à prendre Ndombele. Enfin voilà. Après il y a Tolisso qui est blessé, Rabiot qui est pas dans les papiers et qui joue pas avec le PSG en ce moment. Il y a peut-être Kondogbia qui mériterait d'être à sa place, qu'ils ont un peu le même profil, même si Kondogbia c'est un peu plus défensif, mais ils ont un peu le même profil. Voilà, il prend pas beaucoup de risques, Didier Deschamps. C'est pas le mec qui va foutre la discorde dans le groupe, qui va être. Et puis Deschamps aime bien ce genre de profil de joueur aussi. C'est un mec qui aime aller au combat, qui a pas peur. On sait que Deschamps, il adore ce profil de joueur tout simplement. Et comme l'a dit Quentin, tu peux pas appeler un joueur parce qu'il est moins bien sur 2 matchs, ne plus le sélectionner. Il faut être cohérent. Bien sûr, Hugo, tu veux jouer. Sinon Giroud ne serait jamais appelé. Donc. Giroud, c'est un autre débat. Parce que le problème de Giroud, c'est qu'il est performant avec l'équipe de France. Je sais même plus dans quel club il joue, moi. Enfin, je sais. Et encore, je te trouve pas performant en équipe de France. Contre, je sais pas. Moi, après, je vais pas donner mon avis. Giroud, c'est juste qu'il a la chance au final de pas avoir le même profil que tout le monde. C'est tout. C'est sa seule chance. Il a la chance de faire un 90, quoi. C'est le seul. Il y en a un autre qui a un profil où il peut jouer de haut but, c'est Benzema. Mais on sait que Benzema, c'est fini depuis très longtemps en équipe de France. Donc voilà, Olivier Giroud fait très bien ce rôle. Il y a l'aspect surtout entre Giroud et Benzema. La différence, c'est que Benzema ne défend pas. Giroud là où justement il peut être intéressant pour Deschamps, c'est qu'il défend. C'est l'aspect parce que Deschamps, on va pas dire que surtout toi Quentin qui dit tout le temps qu'il y a pas de football. Mais qu'on soit sérieux 2 secondes. Pour moi, à part faire des têtes dans la surface pour dégager en corner, il défend comment? Il va à 2 à l'heure. Ah non, il est toujours. Je peux pas donner mon avis. Non mais Clément, t'es directeur sportif d'un club. Je prends Giroud. Tu dois prendre à 9. Tu prends Benzema ou Giroud? Je prends Giroud. D'accord. Parce que c'est mon avis, parce que c'est ma vision. Ça dépend comment tu joues. Le problème, c'est bien sûr, c'est Deschamps qui choisit. T'es champion de France avec Montpellier en 2012 et t'es champion du monde en 2018 avec la France. Mais bon, ça c'est pas le même débat. Non mais ça n'a pas le même débat. Mais je veux bien qu'on me dise qu'avec Giroud je suis en Ligue 2, mais pour l'instant je suis champion de France et champion du monde. Pas le même âge, il y a pas Mbappé. Enfin là, c'est pas pareil du tout. Non mais dans ce cas-là, Benzema gagne même 4 Ligues des Champions avec le Real Madrid. Voilà. Mais il n'est pas champion du monde. Donc messieurs, pour revenir un peu plus au débat football, Boca Junior. C'est une dictature. Exactement, c'est une dictature. C'est juste que je vois le temps passer, messieurs. Ça défile. Et il y a un match ce soir qui nous attend, qui a été repoussé. Ça devait être hier, un match qu'on attend tous ici autour de la table. Boca Junior, River Plate. C'est la finale de la Copa Libertadores. Finale à la Bombonera, comme tu le dis. C'est un petit accent espagnol. Ça te plaît, hein? Ah oui, je sens que Benzema, t'as été souvent le voir, toi, mon petit Hugo. Et du coup, une chose, le match est attendu, mais pas que chez nous, parce que là-bas, il est très très attendu. Et Carlos Tevez a dit, venez pas au stade. Parce qu'il y aura des morts, c'est ça? C'est exactement ça les termes. Non mais on va tous le suivre avec attention, et c'est vrai que c'est unique de voir une finale River Boca en Libertadores. Et voilà, c'est toujours des ambiances magnifiques, et j'espère qu'on aura un match à la hauteur de ses attentes. En plus, ce qui est beau, c'est qu'ils éliminent 2 clubs brésiliens en demi-finale. Il y a Boca Juniors qui élimine Palmeiras et le River Plate qui retourne complètement la situation face à Grêmio. Ils avaient perdu le premier match 1-0 et retournent à l'extérieur 2-1. Donc ça fait un petit pied de nez au football brésilien. C'est le football argentin qui prend le pouvoir, alors qu'on sait que la sélection argentine
est en difficulté depuis quelques années. Mais déjà, on sait même pas quand on va jouer ce match parce qu'il a été repoussé une première fois et là ils sont en attente. Normalement, c'est ce soir à 20h. Normalement, c'était à 16h, on Non, devait avoir un c'était- retour, je on crois n'a que pas eu de c'était retour pour acté le ce moment. soir à 20h. Ouais, Ce mais, soir à 20h. Mais normalement, ça a il été- devait sait faire, jamais, hein. il devait faire un retour, bah alors surtout, mais dans quel état va être la pelouse quoi? Parce que hier, je sais pas si Non, vous mais- avez vu les images, mais Ouais, c'était mais pas hier, c'était toujours. vraiment Mais c'était apparemment, impraticable. elle a pas bu toute l'eau la pelouse. Donc il resterait apparemment un peu. On verra ce soir Ouais, mais à tu peux 20h. pas non plus décaler un tel match d'une semaine ou de 2 semaines, tu vois ce que je veux Et dire. surtout qu'on peut pas changer de stade. Moi, Le juste, problème est là parce que c'est impossible. On peut pas dire à Boca Junior non, vous jouez pas à la Bombonera. C'est inconcevable. moi, juste ce que j'adore dans cette compétition, c'est que même la finale se joue en 2 manches. Et ça, je trouve ça C'est assez exceptionnel. particulier. Parce que du coup, la chance que tu as, c'est. Enfin, tu vois deux matchs. Et c'est parce qu'on s'est. Imaginez l'année dernière, on voit Liverpool, Real à Anfield et Real Liverpool match retour. À Alors Madrid, ça, ça aurait été on est- exceptionnel. Alors moi, pour moi, une finale, ça se joue sur un match. Pour moi, voilà, c'est le but d'une finale, c'est de se jouer sur un match. Mais pourquoi, C'est le meilleur au moment T qui remporte la compétition. pourquoi une demi en 2, pour un quart en 2, enfin. Bah, c'est ce qui différencie la demi et le quart de la finale. C'est ce qui en fait un. C'est ce qui en fait la ce particularité. que tu veux dire, c'est que la finale, c'est le moment unique, quoi. C'est ça. Bah ouais, c'est le moment. Ouais, mais- Non mais c'est le moment où les surprises elles sont Les plus blessures. présentes en fait parce que du coup sur 2 matchs l'équipe la plus forte, bah, si tu te bases sur des statistiques, l'équipe la plus forte sur 2 matchs est censée la remporter alors que sur un match il peut tout se passer. Mhm. Enfin un but Oui, à voilà. la 93e ça peut tout changer alors que même si tu prends un but C'est ça à qui est la- beau justement. même si tu prends un but à la 93e, si t'as un match retour, tu sais que tu peux te rattraper quoi. Mais pour revenir un peu sur le match, il faut savoir que déjà c'est la première fois qu'ils jouent en finale de Copa Toute première Libertadores. fois, alors que pourtant c'est une rivalité qui date de mes aïeux. Hein. Ah bah c'est simple, c'est le De quartier vos quoi de Boca, c'est le quartier populaire contre De mes aïeux. le club de River qui eux est le club un peu plus huppé, donc c'est des rivalités qui datent depuis des années. Et à savoir que le dernier duel qui était en 2015 avait été interrompu à la pause parce que les supporters avaient lancé des gaz sur le terrain qui empêchaient les joueurs de jouer. Match remporté. On espère au moins qu'il n'y aura pas ce genre de problème. Par Eh River bah, sur tapis après, je vert. vois pas comment le match pourrait se passer. Enfin, pour moi, il y aura forcément de ce genre de comportement-là dans les tribunes. Hein. Après, ça reste deux clubs argentins et c'est une fête. En fait, c'est en finale de Ouais. Ligue des Champions. C'est pas en championnat, c'est différent. C'est Le une finale de Ligue contexte des est différent. Champions. C'est Donc, ça, un c'est ce qu'il faut contexte dire quand même aussi. Voilà, c'est le que la contexte est Copa, différent. la Copa América, la Copa Libertadores, Libertadores, pardon, c'est l'égal de la Ligue des Champions en Europe. Voilà, c'est Voilà, ça. c'est juste, je voulais remettre les points sur les Grégoire. Donc je sais pas si je voyais que tu prenais le micro, t'avais quelque chose à dire sur Non, Carlos voilà. Tevez peut-être. Non, c'était juste voilà, sur le contexte. Et que là, c'est vraiment la Copa Libertadores, l'équivalent d'une Ligue des Champions. Donc évidemment, ça va être une énorme fête. Ça va être très chaud. J'espère aussi que tout va bien se passer en tribune. Parce que souvent ça peut aussi très vite déraper. Bon, en tout cas, on l'attend avec impatience ce match et ce soir à 20h, pardon. Mais on va tout de suite 20h. revenir sur les résultats de Ligue 1 cet après-midi parce que messieurs, on va parler des matchs de l'après-midi. Bordeaux, Caen, Rennes-Nantes et Marseille-Dijon. C'est ça, Bordeaux-Caen 0-0, Marseille-Dijon 2-0 pour Marseille avec un superbe Adil Rami et Rennes et Nantes qui sont quittés sur un match nul. On va commencer avec toi, du coup, Hugo. Tu voyais pas de positif sur le match nul contre Caen tout à l'heure et tu l'as vu, le match 0-0 Bordeaux, c'est quand même. Ça, Bah. c'est pas bien payé. Non, mais ce que je trouve dommage avec Bordeaux, c'est qu'ils montrent de belles choses contre Lyon et contre le Zénith, ça gagne pas. Là, ils montrent de moins bonnes choses. Ils font un non-match et ça gagne toujours pas. Un non-match, c'était dur, il faut quand même 16 tirs, 9 cadrés, 6 cadrés par contre, c'est pas un non-match. Mais c'est vrai qu'il manque de qualité offensive. Je suis mais désolé, c'est pas un mais Il y a non-match. c'est des lacunes Je offensives. suis désolé, mais quand t'as un match Bordeaux-Caen, que t'es Bordeaux dans ta situation actuelle, tu dois gagner le match. Ah, mais ça oui, mais c'est pas pour ça que tu fais un non-match, tu fais un mauvais match. Mais Ah, c'est une domination stérile. Enfin voilà, c'était pas. après, il n'y a pas tant d'écart que ça entre Caen et Bordeaux, il n'y a que 4 points. Donc au final, c'est un match de clubs qui ont le même niveau sur cette saison-là. en Le cours. truc, c'est Parce que la dernière parce que occasion- Bordeaux joue pas bien. La dernière occasion, tu dois la mettre dedans aussi. Ah, mais ça, oui, non, mais ça, je suis complètement d'accord. Oui. faut la mettre dedans. Il y a quand même un écart entre Bordeaux et Caen. Bordeaux, ça joue souvent la Coupe d'Europe. Or, Caen l'a jamais fait dans son histoire. Donc Oui, tu peux oui. pas dire que Bordeaux et Caen, il y a que 4 points. Il y a 4 points en novembre, mais à la fin de la saison, Bordeaux sera dans le top 8. Caen se battra pour ne pas descendre. Après, ça montre un peu les Oui. limites aussi des clubs moyens de Ligue 1. Dès qu'on joue contre des équipes qui sont refermées, qui bloquent, qui laissent beaucoup d'espace, il n'y a C'est- pas c'est dur à d'individualité jouer. pour faire la différence. C'est compliqué. Bah, quoi. il y a Camano qui a explosé en début de saison, mais qui rate justement. C'est lui qui rate l'occasion à la dernière seconde. Ouais. Et il y a Yann Caramo aussi qui est arrivé de l'Inter en prêt, qui est très bon, mais qui est blessé, je crois. Qui est Qui blessé. est un ouais. très bon joueur, mais ils ont C'est- quelques joueurs qui peuvent faire la différence. C'était Kalou qui joue aujourd'hui, qui a fait un bon première mi-temps d'ailleurs, mais ça n'a pas suffi pour battre l'équipe de Caen. Ouais, justement, hein, cette équipe de Caen qui commence à grappiller quelques points aussi parce que là, c'est en train de gagner derrière. Hein, tout ce qui est à partir de la 20e jusqu'à la 15e place, ça commence à gagner, sauf Guingamp et Monaco. Mais à Monaco, ils sont à 5 points de Caen, qui est le premier non relégable. Hein. Ça va pas s'arranger ce soir hein, pour Monaco.
On en reparlera juste après. On va revenir du coup sur le match de Marseille. C'est pas une surprise, mais fallait que l'OM se réveille, Hugo. Concrètement, fallait que ça revienne. Ah bah il fallait que ça revienne, 4 défaites d'affilée si je me trompe pas en Ligue 1. Ligue Europa, ils ont été honteux. Pour moi, il n'y a pas d'autre mot. Bon, comme tous les clubs français. Ils ont été honteux. Parce que quand tu es finaliste de l'édition précédente, tu ne peux pas, selon moi, perdre en poule la phase l'édition suivante. Finaliste avec un parcours plus ou moins facile. Hein. Ah non, alors là par contre, je suis pas À d'accord. part Leipzig. Je suis pas d'accord parce que quand tu bats quand même Leipzig dans le contexte avec lequel ils les battent, c'est quand même. Et puis même le Red Bull Salzbourg. Hein. Oui, voilà, c'est même ils battent Bilbao, ils battent de belles équipes. Et là, cette victoire contre Dijon, je pense, ça va leur faire du bien parce que la Ligue 1 maintenant, c'est le seul objectif qui leur reste cette saison. Voilà, oui, vas-y, Grégoire, tu veux continuer ce débat. Oui, c'est vrai que je trouve ça honteux. La poule était pas non plus relevée. Ah non, ça c'est sûr. Il y a Francfort, qui fait un très bon parcours en Bundesliga. C'est surtout les scénarios. Mais à part ça, Ouais, c'est ça. Tu reçois Francfort dans ton stade avec un arrêté. C'est des matchs qui sont chiants à jouer. Mais le match, ils doivent le gagner. Ils le perdent dans les dernières Ils secondes. le perdent, ils prennent 2 buts. Ils lâchent à la fin du match. Surtout Francfort en plus c'était à 10 il me semble dans ce match. Mais est-ce qu'on peut juste parler quand même de Francfort parce que je veux bien que vous disiez que Francfort est quand même en dessous, mais ils font un début de saison exceptionnel. C'est parce qu'ils ont Kevin Trapp. Ouais, Kevin Trapp fait un gros début de sur championnat. Parce que je trouve que vous en parlez quand même pas beaucoup parce que Grégoire vient de le dire, mais vous réagissez pas par rapport à ça. Oui, mais sur le papier, l'OM a quand même une équipe, un effectif supérieur à celui de Francfort. À noter que Francfort est en train de mener 2-0 face à Schalke en ce moment. Ouais, Maxime qui reviendra sur les. Non mais ça s'entend. Mais t'as raison, t'as tout à fait raison, Lucas. T'as tout à fait raison de le dire. En fait, tu fais mon rôle, quoi. Non, désolé. Maxime il est énervé. Et puis dernier match de l'après-midi, les Canaries n'ont toujours pas perdu. Ça fait 5 matchs d'affilée, match nul donc contre Rennes, un partout. Ils ont une défaite sous Vaïd, c'était à Bordeaux 3-0. 3-0 et puis une vraie grosse défaite hein, parce qu'il y avait déjà 2-0 au bout de 10 minutes de jeu. C'est vrai. Non mais un beau match, on l'a regardé en off la première mi-temps tous ensemble avant le début de l'émission. l'émission. Avec un fou d'ailleurs. Avec un petit fou. Franchement, Paul, la prochaine fois tu te retiendras. Et donc, Emilia Sané qui met un autre top but de la tête, renard des surfaces. Il cartonne dans ce début de saison, il est deuxième meilleur buteur de la Ligue 1 devant Neymar d'ailleurs. Très intéressant, maintenant on voit que Nantes c'est quand même beaucoup plus rigoureux qu'au début de la saison avec Cardozo. Vaïd Aïlozic, moi j'étais le premier à pas être plutôt convaincu. On était les premiers sceptiques quoi. Ouais, et au final je vois que c'est quand même assez convaincant. On a vu Rongier qui est sorti sur blessure en espérant que ça soit pas trop grave. Alors là c'est très inquiétant parce que c'est lui qui tient et qui manœuvre le FC Nantes depuis Vaïd. Il a pris le brassard, il est d'ailleurs passé ce matin dans l'équipe son entretien où il disait que c'était vraiment important pour lui ce brassard, qu'il y tenait vraiment et que maintenant il souhaitait, il l'a dit, passer un cap soit avec Nantes, soit avec un club plus huppé, en tout cas on l'espère pour lui également parce que c'est un très bon joueur Valentin Rongier. Mais voilà, son départ, sa blessure, on espère qu'elle sera pas trop longue pour les hommes de Vaïd Aïlozic. Et juste un mot sur la compo de départ de Sabri Lamouchi qui part en 4-3-3 avec André Aynou qui est ainsi en pointe de l'attaque alors qu'il a sur le banc Ben Arfa, Mbaye Niang ainsi que Jordan Siebatcheu. Je comprends pas trop. Est-ce que l'objectif c'était pas de pas perdre plus pour Rennes? Il n'y a pas de vrai neuf à Rennes. Ah bah si, t'as quand même Siebatcheu, t'as quand même Mbaye Niang, t'as Ben Arfa qui se ressemble de plus en plus Non, mais Siebatcheu qu'on est sérieux quand même. Et Mbaye Niang c'est pas top. C'est léger. C'est le meilleur buteur de la Ligue de l'année dernière avec 17 buts quand même, c'est pas mal Siebatcheu. Enfin, c'est un bon joueur, vous vous rendez pas compte je pense que je l'ai vu, moi j'étais voir Rennes Jablonec justement et je l'ai trouvé vraiment en dessous de ses Siebatcheu, c'est certes un bon joueur, mais pour moi, comme une équipe qui a des ambitions comme Rennes, quand tu fais venir Grenier, Ben Arfa, Niang, des joueurs comme ça, tu peux pas te permettre d'avoir comme seul neuf Siebatcheu. Bah t'as Mbaye Niang qui est sorti ça, d'ailleurs, après, qui est sorti à l'heure de jeu pour faire place à j'ai perdu son... Non, il est rentré à la place de Ismaïla Sarr. Il est rentré à la place d'Ismaïla Sarr, c'est ça. C'est pour ça que ça m'avait choqué voir Ismaïla Sarr sortir comme ça. En tout cas, penalty raté par les Rennais, très mal tiré par Clément Grenier. Clément Grenier qui marque pourtant un sublime but en première période, qui fait un super coup franc, qui est touché par l'attaquant Johansson. Donc c'est bien. Il a été donné à Johansson. Mais Grenier, c'est bien un Rennais qui l'a mis au fond. Grenier rate un penalty aussi. Oui, c'est ce que je viens de dire. Avec un super barré par contre de Tatarou Sanou. Voilà pour les matchs de l'après-midi. Vas-y Quentin. Et Vaïd Aïlozic vient de s'exprimer justement sur Rongier. Il dit il a pris un coup assez méchant. Le tibia péroné et la cheville ont été touchés. À voir si ce n'est qu'un coup. J'espère que ce n'est pas grave. Mais apparemment il se tordait de douleur même dans le vestiaire. Ah oui, bien sûr. Mais genou droit. Il a réussi à... Et le genou droit, donc il a déjà été opéré. Il a déjà pris 6 mois. Là où il avait eu les ligaments croisés. Ouais. C'est dommage pour lui parce que si la mise blesse, c'est vraiment un très bon joueur qui fait du bien à Nantes. Non mais vraiment, ça peut jouer sur le résultat de Nantes à suivre. C'est sûr, c'est vraiment. leur meilleur joueur, Ouais, leur capitaine. pour la carrière du joueur, se faire les croiser. Oui Grégoire, je te vois réagir sans micro. C'est un gros coup dur pour les Canaries, parce que je trouve personnellement qu'après Salah qui est décisif, c'est clairement le maître à jouer, c'est le meilleur joueur. Donc tu te prives de ton meilleur joueur.
même si c'est vrai qu'Aliosic fait un très bon travail, se priver de Rongier, si tu te tires une balle dans le pied, vraiment. Mais on va dire quand même, parce que les Rennais ont beaucoup de difficultés en Europa League à les Rennes. Il faut absolument que ça reparte aussi, pourquoi pas. C'est quasiment mort, hein, Il reste un petit espoir, mais ouais. voilà, il reste le petit compliqué. espoir. C'est on se déplace à Jablonec, puis on reçoit Astana. Espérons pour Rennes que ça puisse marcher. Comme on l'espère pour le Paris Saint-Germain, on en parle juste après la dernière musique du PSG. Mais tout d'abord, Maxime, on revient avec les matchs en live. Hein. Manchester, c'est terminé, peut-être. Les deux matchs sont terminés puisque Manchester City du coup a gagné 3-1 face à Manchester United et Arsenal à la fin du match a réussi à égaliser face à Wolverhampton. Mais on a également d'autres matchs qui se passent Mais dans d'autres que se championnats. passe-t-il, Mais oui, Maxime monsieur. Par exemple en Allemagne ou Francfort. Frankfurt. Je le dis bien, Francfort. qui donc du coup qui reçoit Schalke 04 et grosse surprise parce que c'est Francfort qui gagne 2-0. Eh bah, grosse surprise, on en parlait pourtant. Ouais, doublé Voilà. du Serbe, donc Lukalovic. Excusez-moi, messieurs, le micro de Maxime seulement est allumé avec le mien. Exactement. Et puis on vient également sur la. Non, il y a d'autres résultats de foot. Et oui, parce qu'en Espagne aussi, ça se joue, puisqu'il y a excusez-moi, FC Séville. le FC Séville, du coup, qui reçoit l'Espagnol Barcelone, et le FC Séville qui perd à maison 1-0 pour l'instant. On est à la 50e minute, et 1-1 entre Vallecano et Villarreal. Villarreal qui est en très très mauvaise position. Et puisqu'il est puis 16e. le petit bateau arrive sur les berges guadeloupéennes ce soir, hein, Maxime. Est-ce que c'est la route de la vodka, c'est ça? Ah, à peu près, parce qu'ils arrivent vers Yekaterinbourg. Ouais, exactement. Non, soyons sérieux, c'est bien la route du Rhum où le vainqueur est attendu vers 20h15 à peu près à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. Donc pour l'instant, c'est François Gabard qui est premier devant Francis Joyon. Sauf que bon, François, la distance entre les deux est vraiment minime. Et le pire, c'est que François Gabard est très malheureux puisque il a perdu dès le deux appendices importants, c'est ça, la voile et le safran, et endommagé également sa grande donc voile. il a perdu la voile et le safran et un gros endommagement sur sa grande voile, ça a été C'est vu ça. en tout cas. Exactement. Donc comment va arriver le bateau de Ça, on de ne sait notre pas, ami. mais pour l'instant, il est toujours premier. Bon, et puis voilà pour les résultats. On se retrouve juste après SCH, Maxime. C'est ce que je te propose. Allez, très bien, moi ça me va. C'est très bien. On passe avec SCH le code. C'était SCH le code. Voilà, une chanson de Quentin, ta maman te l'a signalé d'ailleurs. Oui, elle m'a dit que c'était le genre de musique que j'écoutais dans ma chambre. Elle est contente ta maman de Tu envoies des petits moments intimes en off, en live, merci Clément. Non, c'est arrête. gentil. Eh, c'est un te clin dis, d'œil. c'est Si elle écoute la l'émission qui maman affiche, de ouais. Quentin, Bisous. on l'embrasse. Voilà. Bon, et maintenant si on parlait de joie, je t'ai gêné Quentin, je suis désolé. Non, c'est pas grave, ça fait plaisir. Si on parlait du match de soir entre Monaco et Paris. Voilà, maintenant je vais avoir du mal à m'en remettre comme d'habitude. Monaco, Paris, ça sent le Roussi. Non, je vais pas dire ce que tu viens de faire Grégoire, mais Hugo, ça sent la grosse victoire du PSG. Hein. Ah bah là oui, surtout qu'en plus quand on voit le groupe le groupe convoqué par Thierry Henry pour ce match, on sent vraiment que ce soir ça peut vite être une boucherie parce que côté PSG toutes les stars seront là donc et vu les formes actuelles des deux équipes, ça sent pas bon pour Monaco. Ça sent pas bon, hein, Lucas. Et puis toi qui as vu la liste des joueurs monégasques qui vont jouer ce soir contre le PSG, ça sent encore moins bon. Bah, il y a Glick et Yuri Tillman qui sont absents du groupe, c'est les deux gros absents du groupe. Devant en attaque, il y a 7 jeunes du centre de formation qui sont dans la liste des 22 pour ce soir du côté de Monaco. Je pense que ça va être assez compliqué. Je pense que Monaco va devoir vraiment être solidaire ce soir parce que le PSG est en forme. Le PSG est à 12 victoires de suite et veut enclencher la 13e. C'est compliqué. Monaco va sûrement rester relégable encore pendant quelques semaines et je les plains. Ouais, ça va être dur. Je vais juste citer tous les joueurs qui sont pas là parce qu'en plus des deux Glick qui viennent de se rajouter, qu'on se rende bien compte de qui n'est pas là. Donc il n'y a pas Ragui, Tielemans, Glick, Subasic, Jovetic, Ronny Lopez, Aoulou, Almami Traoré, Endoram, Traoré, Goebbels et Pelligri. Et En fait, est-ce qu'on peut et- juste il y a citer les joueurs Pellegrini, pardon. Est-ce qu'on Non, peut toute l'équipe, citer là. plutôt les joueurs qui sont là parce que Alexander là, Golovin aussi. Et Golovin. Golovin est absent. Mais il n'y a personne alors. Effectivement. Golovin est absent. Donc non, ils ont 7 jours de centre de formation. Le seul attaquant dispo c'est Oikar Falcao. Ça va être très 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 compliqué du côté est-ce de que Monaco. ouais, ça Donc, sent. ils vont mettre des joueurs de 17 ans quoi. Bah, Face à de grands joueurs. Il y en a deux qui sont rentrés. T'auras que Falcao en fait, je pense qu'il sera le sauf, joueur sauf que de vrai niveau. quoi. comme face à Bruges, épaulé par des mecs de 17 ans, 16, 17, 18 ans, c'est compliqué. Hein. Surtout que voilà, c'est ça, c'est que avec tous les blessés qu'il y a là,
Enfin, même si les blessés, admettons qu'ils étaient à leur top niveau, c'est déjà compliqué de jouer le Paris Saint-Germain. Mais maintenant, avec l'effectif qu'ils ont là, je sais que c'est pas facile pour Henry, c'est une tempête là, ce qui se passe. Mais je vois pas comment Monaco peut faire, tout simplement. Bah là, ça paraît franchement, compliqué. Mais je rejoins Grégard. C'est un monde entre les deux équipes là. On a un peu l'impression que tout est réuni contre Monaco, quoi. Là, ça va être compliqué. Moi, attention à la volée ce soir. Et moi, j'ai peur Attention. pour Thierry Henry. Ça fera sa 4ème défaite s'il perd ce soir en 5 matchs. Est-ce qu'il est déjà en danger? Moi, je pense que oui. Alors attention, Non. la question c'est justement, ça c'est la grosse question, parce que là vous avez vraiment un gros débat entre Hugo et Lucas. Pour toi Hugo, Henry ne risque, enfin il beaucoup moins de risques que si c'était un autre coach. Ah bah. Bah pour moi oui, parce qu'en fait Henry il est arrivé dans un Monaco qui était déjà au même niveau qu'actuellement. Donc il a pas réussi à relever pour l'instant le... Bah quoi? Vas-y Lucas, Quelle est la vas-y Lucas. différence entre le Monaco actuel et le Monaco quand il arrive? Bah, c'est 4 défaites. 4 et un défaites nul. en plus, ouais. Oui, non mais je veux dire, il a pas réussi à améliorer la situation. Tu penses pas que si Leonardo Jardim était resté, il connaissait déjà les joueurs et il aurait pas pu redresser la situation mieux qu'un coach qui a jamais eu de club et qui ne connaît pas son équipe? Ah mais là je suis d'accord, mais je te dis que selon moi Henry n'est pas en danger. Parce qu'il s'est tiré Henry. Non, mais surtout quand Henry a signé à Monaco, il y a forcément des garanties. Je pense que Henry signe pas, Henry s'engage Est-ce pas que comme les ça. garanties sont pas au mois de janvier? Par hasard, est-ce qu'il n'y a pas un petit mercato qui pourrait Peut-être, faire du c'est bien possible. à l'AS Monaco Après, au mois de ça, janvier? On sait pas, mais c'est possible. Mais je suis sûr qu'il a des garanties. Mais par contre, alors justement, la question que je me pose, c'est qu'on sait très bien que là il y a eu un petit problème à Monaco. Hein. Et, Avec Ribolovlev, ouais, qui s'est fait arrêter juste Mais avant le match. apparemment il a mis le club en vente apparemment de ce que j'avais lu sur certains sites monégasques. Donc alors la question est là, c'est que est-ce qu'on va pouvoir le faire du côté de Monaco? Est-ce qu'on va pouvoir acheter les joueurs? Parce que Henry là, Ils ont des fonds j'espère pour propres. eux, hein. Ils ont des fonds propres. Si, Ça fait 5 ans qu'ils vendent à je sais pas combien de millions. Donc Oui. ils ont de l'argent, c'est pas un problème. mais s'il Maintenant- vend, c'est plus la même histoire là, Lucas. Plus la même histoire, mais ils ont de l'argent. Le club, c'est pas non plus un club pauvre. Il a pas le droit de lâcher le club comme ça. Il y a de l'argent disponible, il y a de l'argent au frais. Maintenant, c'est sûr que s'il lâche le club, je me demande quel repreneur va vouloir Ouais, prendre mais- un AS Monaco dans cette situation-là Non, mais- en 19ème position. Et la Ça, question ouais. aussi c'est quel joueur vont venir avec un Monaco qui est au fin fond du classement en Ligue 1, qui n'est même plus en compétition en Coupe d'Europe. Des Qui joueurs en accepterait de prêt, des venir joueurs en Des prêt en joueurs- difficulté dans leur club. Voilà, des joueurs qui ont besoin de se relancer. Après, Thierry Henry, c'est quelqu'un qui Il a un est aura. énormément connu dans le monde du football et qui a énormément de contacts. Il est passé un peu partout. Je pense qu'il y a du monde. Il doit avoir des vues sur pas mal de joueurs. Il a déjà dû envoyer des recruteurs, etc. Je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Mais il faut absolument que déjà les blessés reviennent. Parce que là, c'est plus possible. Il joue avec une équipe. Enfin, c'est. C'est une équipe de CFA. Voilà, c'est ça. Si on fait l'effectif, c'est pas du tout une équipe qui a le niveau de Ligue 1. Donc déjà, si tu joues Monaco, si tu joues Caen, si tu joues Guingamp, etc., ça peut être compliqué. Alors face à Paris, je rejoins Grégoire, c'est ce qu'il disait un peu tout à l'heure, c'est que ça va être très compliqué là face à une Dream Team parisienne. Et puis Et c'est au parc. surtout que Paris, je pense qu'ils ont encore à travers de Non, leur gorge c'est- le c'est- penalty. Non, c'est à non, Louis non, II, par c'est à contre. Louis II. C'est à Louis II, pardon. Mais quand même, les Parisiens vont avoir en travers de la gorge encore le penalty non sifflé, je pense, contre Naples. Et là, ils vont vouloir sortir les crocs. Enfin, c'est à Louis II, mais c'est comme si De c'était au toute parc. façon, De toute façon, je pense que. Il y aura plus de Oui, supporters voilà. parisiens que. Puis sans, Bah, sans forcer, quand tu vois sans forcer, je pense que Paris va s'imposer. Bon, en petite blague, hein, on espère qu'on entendra bien le mur jaune, en tout cas monégasque ce soir. Ouais, le mur jaune des sièges. Bon, messieurs, on est à 10 minutes de la fin de cette émission. C'est une première aujourd'hui. Un quiz va t'arriver. Fermez vos ordinateurs, messieurs. Et oui, fermez vos ordinateurs parce que là, c'est la réaction. Vous êtes tous. On est déjà soupçonné de triche alors que c'est le premier quiz. Ouais, tout à Vous avez fait. vu un peu la réputation qu'on a. Et du coup, je vais demander à Paul d'interagir aussi. Paul, je vais te laisser aller dans l'équipe de Maxime Non, et pas Lucas. besoin, hein. Maxime et Lucas, vous avez Paul avec vous, messieurs. c'est par équipe. Vous êtes tous les trois ensemble. Il n'y a pas Ok. de micro pour Paul. Allez, gars, vamos. Hein. Et c'est un peu un. On dans est le genre. Guingamp. On est Guingamp ou on est le Real. Real. Allez, Guingamp. On peut être Guingamp, dit Grégoire. C'est bien. On peut aussi On aimer la est pizza. meilleur que Guingamp. quand On même, peut faut aussi le- aimer la pizza, c'est vrai. Bon, messieurs, on va commencer. C'est un peu du genre du qui a dit. Dis-nous tout. Qui a dit. En ce moment, tout est contre nous. Thierry Henry. Le reste, je ne vais pas parler parce que c'est toujours la même chose. On a l'impression parfois que l'arbitre central ne sert plus à rien. Alors là, surtout si vous intéressez. Rudy Garcia, ouais, c'est ça. Non, c'est pas Rudy Garcia. Ça, c'était. Ça, Bédoué. c'est un joueur qui a joué hier et qui a perdu son match. Voilà. Il a perdu son match à domicile. C'est un Toulousain, c'est un Toulousain. C'est un Toulousain. Max Alain Gradel. C'est Max-Alain Gradel. Oh, c'est moi. Premier point. Bon, arrête, j'ai dit Premier Toulousain. point pour l'équipe de Lucas. Premier Non, point. C'est Est-ce toi qu'on qui peut m'as avoir lancé, mais je l'ai dit avant toi. Lucas, Est-ce que attends, tu m'as lancé attends, on enlève les casques et on. Ah non, on non, sort du messieurs, studio. je suis arbitre. Alors, je vous en aime train de tout. faire ma phrase. Je vous aime tout autant à droite qu'à gauche, donc c'est point pour Lucas. Merci. Voilà, 1-0 pour l'équipe Mais de tu peux le Lucas dire. Maxime. Que tu aimes un peu plus à gauche qu'à droite. Mais c'est parce que t'es là, Maxime. Bon, deuxième question. L'impression que j'ai, c'est que nous avons
avons essayé de pousser, mais il y a eu un moment où le match était décousu, où nous n'avons pas été bons. Nos adversaires accumulaient des joueurs en attaque et nous savions que ce serait difficile à contrôler. Non, ça c'est en Espagne, je suis en train de parler de la championne espagnole. Nous avons manqué de réussite. Chaque fois qu'on revenait dans le match, ils nous assommaient à nouveau. C'était un match de cet après-midi. Ernesto. Alors, Ernesto Valverde. Valverde, c'était de... Si Valverde c'était là-bas. Non, c'est pas. Non. Ouais, Paul. Non, c'est nous. Paul. C'est nous. Attends, pas 2 fois. Alors Pas pour deux moi, fois. Il a réagi plus vite que les autres. pour moi, peut témoigner, j'ai crié. pour moi, c'est Paul qui a crié parce que c'est Paul que j'ai entendu. Non, mais... C'est Paul que j'ai entendu. C'est vrai parce qu'au début il avait pas compris, il me l'a dit dans l'oreille. Et je lui ai dit non, c'est dans le faux. Non. Par contre, j'ai une question. Vu qu'on était à l'antenne et que le match du Barça se terminé juste avant, comment tu veux qu'on connaisse la Mais parce que déclaration tu connais le score et tu sais un peu le déroulé du match. Ah ouais, enfin, s'il faut. Ouais, bon, si tu veux. Oui, Maxime. Je voudrais juste annoncer parce que. Attends, je c'est vais faire le jingle. Goal. Très beau jingle. Non, parce qu'il y a des matchs qui sont pas finis, les gens, hein, alors regardez Messieurs, on dit messieurs. Les gens, messieurs. Messieurs. Bon, mais messieurs. Alors. Non, parce que Vallecano vient de marquer, du coup, contre Villarreal, donc 2-1. Donc ça va encore très très mal pour Villarreal. Ouais, ils ont beaucoup de mal à l'extérieur. Ouais. Et Frankfurt 3-0. Frankfurt. Alors il aime bien faire la Ouais, loi. contre Frankfurt contre Werder Bremen. Non. Non, mais j'ai fait exprès, c'est Schalke 04. 0-4. Comment on dit 0-4 en allemand? Schalke nous le firent. Nous le faire. Bon. 3-0. Messieurs, si on continuait, donc on dit 2-0 pour le moment. 2-0 pour le moment. Excuse-moi, j'ai une question. C'est exclusivement du foot? Non. Il y a combien de questions? Est-ce que tu peux préciser le sport, s'il te plaît, avant de poser la Il en question? reste 3, donc c'est maintenant ou jamais. Rugby. Ronaldinho. Hier, juste après le match, j'ai essayé de garder le positif, mais aujourd'hui, je suis très énervé. On perd un match qu'on ne doit jamais perdre. Mathieu Bastaro. Brunet 2. Brunel. Non, c'est Jacques Brunet. Brunet, oui. Oui, Jacques t'as dit, Brunel. mais j'ai entendu, il a dit C'est Brunet. bon. Brunet. C'est bon, non, c'est bon. T'as dit Bastaro. Et c'est moins. C'est vrai, Lucas, t'as dit Bastaro. Donc voilà, donc 2-1, je suis en train de chercher exactement la prochaine interview. Attention, football. Paul est blessé, il a joué contre la Juventus et a résisté. Mourinho, de partout. Ah, c'est que des déclarations. De partout, c'est que des déclarations, messieurs. Que des déclarations. Balle de match, du coup. Balle de match, attention. On part sur de la Ligue des Champions. Et du handball. Oh, là, c'est simple. Ciao les gars. Bon, j'y vais moi. On peut y aller. Faire match nul en Ukraine est une chance pour nous. L'entraîneur de Nantes. Bah, il me faut un nom, monsieur. Personne ne le connaît. Nantes. Attention. Ils sont tous en train de regarder leur téléphone. Donc, C'est trop tard, donc on reste sur un 2 partout. Je vais être obligé de chercher une autre question. Mais donc le coach de Nantes, vous ne le savez pas? J'ai pas de téléphone. Non. je ne sais pas. Dis-nous tout. Je suis en fait, pour tout vous dire, j'ai un trou de mémoire. Alors que je vois Thierry Anti, excusez-moi, je suis désolé de vous avoir insulté. Non, pour la dernière, tu fais un je suis. Tu fais deviner un joueur. Je suis Lucas Busutil. C'est ça, on va partir là-dessus. Donc on va gagner. Non, messieurs, juste, il y a un match dont on n'a pas parlé. J'aimerais que tu me parles, Lucas, juste avant que je trouve la dernière question que je vais vous poser. Ce soir, il y a un petit Juventus Milan aussi. Ah oui, c'est vrai, on n'en a pas du tout parlé. Le Milan qui reçoit la Juventus qui est en forme, même si elle a perdu en Ligue des Champions 2-1 face à, j'ai un trou, à Manchester United. C'est un braquage. À la Juve et Manchester United. Donc un CR7 qui est bien, ça y est, il est à fond, il est 33 ans. Il a mis un très beau but. Il a l'air intégré maintenant. Oui, il est bien, un milieu de terrain qui marche bien. On a eu Matuidi qui a pris le relais de Sami Khedira en Ligue des Champions. Je trouve que Matuidi tient beaucoup mieux le milieu de terrain que Sami Khedira. Il est rentré à la place de Khedira, qui avait mis un poteau en première mi-temps. Donc un match super intéressant, qui va être super intéressant à suivre. Bon, moi je pense que je vais être devant Monaco PSG personnellement, mais un match très intéressant à suivre. Moi je serais devant Milan-Juve, je pense, mais Milan gagne beaucoup de matchs ou va chercher pas mal de points en fin de match. Ça passe contre les petites équipes. Je pense qu'il va falloir qu'il fasse attention contre la Juventus. Après, c'est à San Siro. Donc, après, il y a Suso qui est vraiment en forme depuis le début de la saison, qui va être sélectionné avec la Roja. Ouais. Donc attention à Suso aussi devant. Et Higuain aussi qui. Oh oui, non, mais Higuain à l'image de ce qu'il fait. Qui retrouve son ancienne équipe. Ça va être un match dans le match, hein, Cristiano Ronaldo Higuain. Oh, je pense qu'il n'y a pas débat. Pour moi, il n'y a pas débat, mais. Bon, messieurs, on a la dernière. J'ai le dernier, messieurs, le dernier. Il y a 2-2 pour le moment. On part dans le football. Match qui s'est déroulé hier. Je ne vous dirai pas dans quel pays. Je ne vous dirai pas l'heure non plus. Mais en tout cas, la personne est un coach qui a dit: on a été moins performant avec le ballon aujourd'hui. On a joué à faire des passes, mais on n'a jamais trouvé de profondeur et de justesse. Zakarian. Victoire pour l'équipe de Quentin.
Hugo et Grégoire. Félicitations. Alors comment tu as trouvé ça, Quentin? Tu le gagnes. Je sais pas, j'ai fait ça par logique un peu. C'est de la chance, je pense. Ouais, Il y a pas que de la Parce chance. que en fait, j'ai vu le match hier et du coup, pour le coup, il jouait vraiment mal Montpellier. Ça m'a fait penser à ça. Paul, t'as été hyper utile en tout cas. Merci. Si, il vous a donné un Il a point dit pour Valverde. regarder. Excuse-moi, Bastaro, excuse-moi. Heureusement qu'il n'y a pas de caméra. Vous verrez la tête de Vous verrez Lucas. parce qu'il il est fier, mais il est fier d'avoir sorti cette. Bien joué, Paul. Bah en tout cas, sa remarque était plus marrante que sa chronique, mais après. Oh, ça, Bon, là, on va trop loin. ça c'est pas sport. Là, on sort des limites. La page, les sociaux. Là, ça finit en roue libre. Non, attendez, là ça finit en roue libre, surtout que moi je t'ai trouvé très C'est très pas un drôle, règlement de Paul. compte, Il va les falloir gars. que tu commences C'est pas vrai, elle distribuer était très les bien cartons. ta chronique. Ouais, Paul. ça va prendre un carton rouge et Lucas d'ailleurs la semaine prochaine vous êtes affilié au live. Voilà, c'est fait, c'est Ah, écrit. c'est fait. Allez. La bonne chance. suis pressé. La sentence est tombée. Comment Max un live? Ça va, c'est bien. C'est Ok, bien. ouais. En tout cas, il a pu dire tous les scores. D'ailleurs, est-ce qu'on a à l'heure à peu près d'arrivée du premier pour la 20 route du Rhum? Ouais, C'est à peu près 20 heures. 20h15. Mais peut-être une information, Grégoire, à me donner sur la Formule 1, non? Pas du tout, non. J'ai aucune information. Parce que tu me bien, montrais une Formule 1 en photo tout à l'heure, t'avais l'air Il me heureux. semble que c'est Mercedes qui a gagné le prix constructeur. Et Hamilton a remporté le Grand Prix du Brésil. D'accord. C'était hier. Bon, bah, non, c'était les qualifications hier, c'est moi qui me suis trompé, Quentin, je vous ai induit en erreur. C'est de ma faute. Les qualifications étaient donc hier avec le Grand Prix. Aujourd'hui, victoire donc d'Hamilton. C'est ça, je me trompe C'est pas, ça. parce que je Et regarde pas parce Mercedes, que c'est lui qui champion connaît. constructeur. Très bien. Bon, messieurs, merci d'avoir été là. Merci Maxime de nous avoir fait suivre tout le live, tout ce qui se passait. Eh ben, de rien, merci à vous de nous avoir suivis, écoutés. Merci Paul pour cette chronique et puis pour cette dernière petite vanne sur Lucas. Lucas, justement, merci d'avoir été là. La semaine prochaine, on se retrouve donc en live. C'est ça exactement. Vous prenez la place de Maxime. Avec plaisir. Et Et puis, je laisse ma place. et puis nos amis Grégoire et Hugo aussi étaient là Merci, aujourd'hui. Clément. Merci Et messieurs. bonne soirée. Merci à tous et à la semaine Et prochaine. puis je pense que tu vas t'éclater cette semaine Hugo. Comment Tu risques de t'éclater cette semaine avec les Masters de Londres. Je pense, ouais, je m'amusais, ouais. Tout comme Quentin qui Ouais. attend son Joko d'amour On attend remporter tout le un monde. nou- un douzième un Particulièrement nouveau de Joko, mais on attend tout le monde. Ça va être une très belle semaine. Merci à tout le monde. Merci à toi, Clem. Et je vous remercie bien sûr les auditeurs d'avoir été là. Il est 19h58, il est temps pour nous de vous rendre l'antenne et puis de vous dire bonne soirée. Boca Junior River Plate commence dans 2 minutes. Pour les intéressés, les amateurs de football ou même vous qui n'avez pas l'habitude de regarder le football, je vous le conseille parce que c'est quelque chose d'exceptionnel, non seulement sur le terrain mais également en tribune. Mais vu que le sport ne s'arrête pas, nous n'arrêterons pas non plus. Vous pouvez aller cette semaine sur la page Facebook de Sport en Bref où Maxime vous présentera l'émission télé. Et puis sinon, moi je vous retrouve la semaine prochaine de 18h à 20h pour le Sport en Bref sur Dynamique Radio. À la semaine prochaine. De 18h à 20h tous les dimanches, toute l'actualité sportive sur Dynamique Radio avec Sport en Bref.